presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme toutes les semaines. Et c'est bizarre de le dire, mais je suis en compagnie de Chichi. Chichi, il y a un mec qui vient de passer dans ta chambre derrière toi là. Il y a un mec dans ta chambre. Je sais, c'est Tim, c'est mon caméraman. Salut tout le monde. Salut. Putain, j'aurais pu lui dire de mettre un pantalon quand même. Bon, bah oui, voilà, j'allais dire en compagnie de Chichi, mais avec quelques dizaines de mètres, de kilomètres, de centaines, de milliers de kilomètres qui nous séparent. Chichi, t'es en direct de Las Vegas. Ça va ? Exactement, différé de Las Vegas, monsieur Comanche. Écoute, ça va très bien. Alors, attends, on te prend juste 5 minutes de ton temps, parce qu'on avait dit 10, mais y a Alexis qui m'a dit que ça le faisait chier. Donc, on fait que 5 minutes. C'est pour les gens. Hein. Ah, non, mais c'est pour les gens. Bah, les gens ont déjà les gens n'écoutent pas. Il faut savoir que les gens n'écoutent pas pour l'instant. N'écoutent plus. C'est notre dernière. C'est la dernière de la saison, d'ailleurs, hein, Chichi. Merci d'avoir été absent. Ouais. Du coup, Chichi... hier, le jour 1C du main event, ton premier main event, ton premier Vegas, il faut que tu nous racontes absolument avant qu'on démarre cette émission. Bah déjà, on est arrivé mardi, donc la veille. Donc c'était le projet de jouer dès le lendemain, parce qu'en fait, ça permet d'avoir, si jamais on avance, d'avoir 2 day off par la suite. Et ça, c'est vraiment très important. J'avais pas trop peur du décalage horaire parce que j'ai un peu l'habitude de dormir en vrac avec notamment les festoches et tout. Donc niveau gestion du décalage, j'ai été nickel, 0 jet lag, au top. Juste la petite galère que j'ai eue, la grosse galère, c'est que j'ai perdu mon passeport le premier soir. Wow. À Vegas, donc. Ça, alors raconte, Vegas. Attends. Bah en fait j'ai été buy le main quoi. Et en fait je l'ai oublié au cashier. Enfin c'est ce que je suppose. Mais sauf que je me suis rendu compte 2 heures avant le début du main, quoi. Oh, putain. Et donc là, énorme stress, j'ai retourné ma chambre de partout, j'ai appelé Tim justement, il est venu m'aider, on a tout retourné, on l'a pas retrouvé. J'ai fait tous les checkings de sécurité, j'étais au cashier, j'étais partout pendant 1 heure et j'étais en mode putain, je vais pas pouvoir jouer le main et tout, genre quelle fiche, genre j'étais au bout de ma vie. T'avais buy-in, donc c'est-à-dire que tu peux même pas te faire rembourser. J'avais buy-in, bah si, je crois que tu peux quand même, et au pire j'aurais essayé avec mon ID, enfin genre ma carte d'identité française, je sais pas, mais genre franchement j'étais au bout de ma vie quoi, ça m'a mis un stress de malade. Et au final on l'a retrouvé aux objets perdus du Paris, mais donc ça a été un soulagement de ouf. Et par contre ça m'a enlevé tout le stress du tournoi. Genre vraiment je suis arrivé, j'étais tellement détendu, tellement j'avais stressé avec ça. Donc ça a bien roulé. Et après pour le faire vite au niveau du tournoi, j'ai souffert de ouf pendant les 2 premiers niveaux, j'ai fait que des grinds. Je faisais aucune paire, tu t'essaies de set mine, tu fais rien, t'as des boards de merde, t'es toujours 4 way, donc tu peux pas faire grand chose. Donc voilà, et après, le run a un peu tourné, j'ai enfin fait des top pairs, j'ai pu value assez gras contre les récréas. Donc c'est cool, je suis monté à 120, je suis descendu à 30, je suis remonté à 120, j'ai perdu quelques coups, et après j'ai eu un énorme coup 15 minutes avant la fin du day qui fait que j'aurai 180 blindes pour le D2. Oh. Donc c'est cool quoi. Et c'était quoi un peu ta table? Il y avait des têtes connues? J'ai une tête connue, j'avais Calvin Anderson, ceux qui connaissent, joueur qui joue très cher. Je connais pas. Pour moi, c'est un DJ, ouais. Mais c'est pas ça. Mais... En fait, moi, je le connaissais pas non plus. Et le mec au début, je pensais vraiment que c'était genre un milliardaire russe. Tu vois, le mec, il était là, il avait la petite chemise en lin, il avait de l'or partout. J'étais en mode, ok, bon, il joue toutes les mains. Mais au bout d'un moment, tu te dis, attends, le mec, il joue toutes les mains, mais tu vois, les sizing, ils sont cohérents, les lines, elles sont bonnes, il prend tous les exploits. Donc, il est pas russe. Donc il est pas russe et je me dis bon bah attends je vais envoyer une photo à Sylvain Lousty qui connaît tout le monde et il m'a dit lol oui c'est Calvin Anderson, il m'a dit par contre il va t'en foutre partout, donc je vous ai perdu. Enfin. Non on est toujours là, on t'entend. Ok c'est juste je vous vois plus mais c'est pas grave. Et donc voilà fin du day, il a tenté un énorme bluff contre moi, un bluff assez pourri d'ailleurs, mais ça me permet de doubler 15 minutes avant la fin du day, donc c'est parfait. Et t'as l'ami Calvin. T'as déjà ton sidro pour le jour 2? Ouais, j'ai mon sidro. J'ai pas encore toute ma table parce que je suppose qu'ils vont compléter avec le jour 1D aujourd'hui qui est en train de se jouer là, qui va être monstrueux. On va battre le record de participation, c'est sûr. Ça a été annoncé. Et du coup, j'ai une seule tête connue qui va être hypée sur moi. C'est Mélanie Weissner. Qui était hypée sur quelqu'un d'autre ici.
que quelqu'un connaît bien dans ce studio. Et donc voilà, mais je sais pas trop son style, je sais pas trop si c'est vraiment... Bon, c'est toujours chiant d'avoir quelqu'un qui tient les cartes, évidemment, en position, mais je sais pas si elle va être en mode, je crois, bet une tonne ou quoi. Ça, je découvrirai ça demain. Ouais, bah, mais façon, sinon, tout le reste, ça a l'air d'être des Américains. Le reste, c'est des Américains que je connais pas, donc ça a l'air plutôt bon signe, on va dire. Eh bah écoute, on te souhaite plein de bonnes chances pour ce D2. Donc c'est demain, nous, heure française, 21h. Hein, c'est ça, c'est vendredi 21h pour nous. Et c'est quoi le plan d'ici là Tu fais quoi à Vegas? Alors d'ici là, en fait, on fait un vlog, donc on tourne pas mal, on va essayer de faire du contenu. Là, on va aller à la piscine. Tu sais, les petites réunions piscine comme à Marrakech, là, on va faire pareil, on va faire le brief à la piscine pour aller après faire des shorts, pour aller faire des shorts. Et ensuite, on va aller faire une randonnée avec Sylvain Loussil. Il a un plan, on a une voiture, et donc on va aller, je sais plus où, mais dans un parc naturel, pas loin, faire une randonnée, monter une montagne et tout. Donc voilà. Ça sent le début de film d'horreur, ça. C'est ça. T'es sûr que tu veux pas le faire après le D2 plutôt? Ça, tu veux pas faire d'abord ton main avant d'aller faire une randonnée où tu vas te perdre? Bah ça va, normalement Sylvain il connaît bien, tu sais, lui il vit avec les loups maintenant et tout, avec les loups froides et tout ça, donc ça va, ça va rouler. Très rassurant. Et ce soir un bon resto et voilà, tranquille quoi. Voilà, après j'attendais d'être vraiment fatigué avant d'aller me coucher, donc je veux pas me coucher très tôt non plus, mais je vais pas sortir de ouf quoi. Et bah écoute, voilà. Bonne chance, merci beaucoup d'avoir été avec nous un petit coup, et puis j'ai envie de te dire one time, il y en a un qui a 1% là-bas, il a 1%, il vivra. Je vais dire, je vais faire comme les joueurs de foot. Tu vois, c'est match après match, c'est jour après jour, et puis on verra. De toute façon, voilà. Vous êtes en WhatsApp, vous êtes au courant de tout. Et écoute, je vous souhaite une bonne émission. Bisous à Alexis. Et puis merci pour toute la saison, hein, parce qu'on n'aura pas eu l'occasion, mais fin de saison record, hein, on a fait 47 émissions. 47, je crois que c'est les auditeurs, pardon. 47 émissions. Mais non, ça fait 40. Par contre, ça fait 47. Non, cumulé. Ça, c'est en cumulé. Non, ça, c'est les ventes de ton dernier livre, ça. Ah ouais, c'est ça, c'est comme ça. Bah, tu cherches. Ah, c'est comme ça. Mais surtout que c'est pas vrai. Bon, bah voilà, maintenant, tu nous laisses avec une ambiance de merde, Chichi. Tu vois? Bon. C'était le plan, je t'ai niqué ton émission. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, tu vas bien t'amuser à faire tes randonnées là où tu vas finir décapité. De toute façon. Merci beaucoup, Chichi, gros bisous. Et puis on te suit avec attention. À bientôt. Des bisous tous. Ciao. Ciao. Et vous l'avez entendu, celui qui est désagréable, on va tout de suite le présenter. C'est Karl. Karl, très heureux. J'ai rien dit. Bon, ce soir, mes deux invités, puisque vous l'avez compris, je suis tout seul, mais je suis très bien entouré. C'est un casting 5 étoiles pour la dernière de Club Poker Radio. C'est Alexis Ebsker qui est avec nous. Bonsoir Alexis. Salut tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous, Alexis. Ça fait une petite année non, que t'es pas venu. Tu viens une fois par saison en général. Oui, voilà. Bah mais je vous assure, j'ai encore des trucs à dire. Hein. Non, mais alors, le jour où t'as plus rien à dire, je me ferais vraiment beaucoup de soucis. Je me soucie pas de ce côté-là. Et d'ailleurs, ça va être très agréable parce que c'est toi qui vas animer cette émission. Ça va être très cool. Et à côté de toi, alors on a entendu parler de lui. Voilà, beaucoup ces derniers temps, notamment grâce au Triton, grâce à Moundir, et puis on en avait entendu parler pendant les Tritons aussi. C'est Karl Chapegassian. Bonsoir Karl, merci beaucoup d'être avec nous. On est très content de te recevoir, on a plein de questions, on veut tout savoir Karl. On veut tout savoir. Ok. Et bah, du coup on va commencer avec toi. Karl, nous on te connaît comme dans les cryptos, tout ça machin, le poker. Ouais. On voulait ça. Bah moi je dis on, mais en fait il est pas là Chichi. C'est quoi un petit peu ton background, d'où tu viens et avant tout ça, qu'est-ce que tu as fait comme études, d'où tu viens ça. J'ai fait des études standard, je travaillais 3 ans pour une grosse boîte informatique. Et justement, j'ai découvert le poker durant cette période-là, parce que j'avais des collègues qui voulaient organiser une partie de poker. Bon, comme moi, j'avais pris un appartement. Je venais de prendre un appartement qui était à côté de là où on travaillait. Je les ai invités chez moi. J'étais pas à cette époque-là, j'étais pas trop fan du poker. Je sais pas plus que ça. On a à quelle époque à peu près? C'était il y a. Bah, t'as pas 100 000 ans non plus. Hein, c'était il y a 20 ans.
Non, il y a 18 ans. On va dire c'est le boom du poker français, quoi. C'est 2003-2004. Ouais, de toute façon, je regarde par rapport à mon âge, c'était il y a 18 ans. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, bon, voilà, je les invitais chez moi, etc. Plus pour pas pour forcément jouer au poker. Pour faire une soirée, pour picoler. Hein. Le fait est que j'ai gagné et que, je sais pas, j'ai ressenti je ressentais le jeu, quoi. J'ai senti quelque chose qui m'a vraiment, bien sûr ça m'a plu, j'ai gagné, donc, mais j'ai vraiment senti quelque chose. Et ce qui fait que après toutes les semaines, je les ai invités chez moi, c'est-à-dire que c'est moi qui ai organisé les poker, je les ai invités chez moi et tout. Et donc j'ai commencé à jouer online à la même période tout de suite. Tout de suite je me suis lancé, c'est-à-dire que j'ai gagné, j'ai acheté un livre, j'ai tout lu. C'était quoi c'est Poker Cadillac? Ah, c'est possible, c'était un livre français. Ah bah c'est Poker Cadillac. C'était un livre français il y a 18 ans, tu vois, je me souviens plus. Et donc, le fait est que il est pas là, Poker. Ah si, il est là, Poker Cadillac. C'est peut-être celui-là. Ouais, c'est possible, oui. C'est possible, hein. C'était pas cette couverture. Je sais pas si c'était cette couverture. C'était blanc, non? Je sais plus. Ouais. C'était peut-être pas cette couverture à l'époque. Bon, enfin bon. Voilà, donc j'ai commencé tout de suite à jouer online aussi sur les petites tables à $10, quoi. Et bon, j'ai quitté cette boîte-là pour créer une start-up. La start-up, ça a duré 3 ans, ça n'a pas marché. Moi, je continue à jouer online en même temps. Hein. Je joue online sur les tables à $100 à cette époque-là. Et, $100, tu veux dire en cash game ou en... Ouais, en cash game. Donc NL100. Ouais. Et voilà. Et en fait, bon, la start-up, elle n'a pas marché. J'étais un peu en burn-out, si tu veux, parce que j'ai tout essayé que la start-up, elle marche. Ça n'a pas marché. Je me suis dit, bon, bah, je suis bon au poker. Là, tu vois, je ne me voyais pas retravailler tout de suite. Je me suis dit, allez, j'étais broke. Hein. Je me suis dit, allez, je pars en Thaïlande. Hein. Tu vois, parce que c'est plus facile de créer un stack quand tu es en Thaïlande, etc. Donc, le coût de la vie est pas cher. Ouais, la vie est pas chère. Et puis bon, comme j'étais en burn-out, ça ne sert à rien de rester en France, tout ça. Donc je suis parti en Thaïlande. J'ai commencé à grinder. C'est-à-dire, je jouais 6 heures par jour, 6 jours sur 7 et tout. Ça a bien marché, très bien marché pour moi pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, tu as été joueur pro, quasiment de la ligne. Après, je jouais sur la 1-2. J'arrivais pas trop à monter. Et puis quand je montais, j'avais des difficultés. Alors qu'en 1-2, je maîtrisais. Enfin, tu vois, j'étais chez moi. Donc, comme il fallait quand même que je gagne de l'argent à cette époque-là. Je suis resté en 1-2. La 4e année, j'ai été break-even. J'ai senti que j'avais de la lassitude, il y avait de la répétition. Je me suis dit, il faut que je switch sur autre chose, quoi, toi. Je me voyais la 5e année, je me voyais perdre. Je me suis dit, non. Je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Signal d'alarme. Et là, t'es où? T'es à Phuket? Là, j'étais à Phuket, ouais. Et avec d'autres grinders français? Non, j'étais pas trop avec des... Parce qu'il y a eu toute une équipe de gros grinders français. Parce que j'étais déjà parti en Thaïlande, j'avais fait connaissance avec des gens qui n'étaient pas dans le poker. J'ai lié connaissance avec eux, et puis moi, j'étais dans ma bulle, quoi. Je sortais avec une meuf qui était, tu vois, manager d'un billard. Tu vois, ma vie, c'était le green day. Enfin, j'allais, tu vois, ma vie, c'était... J'allais au sport le matin, j'allais à la plage 30-40 minutes par jour, je grindais 6 heures dans la journée. J'allais le voir quand elle sortait, je prenais un cocktail avec elle, et je rentrais à la maison, et c'était comme ça. T'avais une routine hyper fixe. Je cherchais pas trop à... Ouais. Et donc, voilà, j'ai senti qu'il fallait que je switch sur autre chose. J'ai découvert Bitcoin, que j'avais déjà entendu parler. Rien que sur 2+2 en 2011, j'en avais entendu parler. Ah, c'est sur 2+2 que tu découvres le Bitcoin? Non. En fait, j'ai découvert Bitcoin parce que moi, dans les débuts des années 2000, j'avais découvert une monnaie à Internet qui s'appelait eGold. Et qu'en fait, c'était pas du tout comme Bitcoin, hein. C'était centralisé. Mais on pouvait acheter des grammes d'or qu'ils avaient en coffre, et on pouvait les transmettre à n'importe qui gratuitement. Et moi, je me disais, attends, je peux acheter de l'or, moi, en dehors des banques. Moi, j'étais jeune et tout, donc j'ai acheté pour $30 et tout ça. Il n'y avait pas de spéculation, si tu veux. C'était l'idée, tu vois, de détenir du gold et de pouvoir l'enlever à n'importe qui. Et c'était lié au cours de l'or, du coup? Oui, c'était lié au cours de l'or. Donc j'avais trouvé ça génial, etc. Et donc je suis resté dans cette mouvance-là, de regarder les monnaies Internet, etc. Donc j'avais entendu le mot Bitcoin, je pense, en 2010, etc. Et en 2011, parce que j'étais beaucoup sur 2+2, moi, à cette époque-là, il y avait un gros thread dans la catégorie Finance and Investing sur Bitcoin. Mais déjà, tu avais des affinités pour aller sur ce truc particulier, parce que c'est pas en évidence. Bon, comme je vous dis, moi, j'étais un peu dans la mouvance entrepreneur, Internet. Pour moi, Internet, c'est comme une ville. C'est-à-dire, il y a des boulevards et des petites rues. Moi, je suis quelqu'un, je regarde tout ce qui se passe, quoi. J'étais comme ça à cette époque-là. Je scannais absolument tout. C'est-à-dire, toutes les tendances qui se créent, tout, etc. C'était ça. Et donc, j'en ai réentendu parler donc, en 2011.
Et en 2011, j'ai regardé, j'ai toujours pas compris en fait la décentralisation. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Moi, je suis pas ingénieur j'étais ingénieur commercial, mais je suis pas ingénieur de métier. Je suis plus sales. Et donc, j'ai pas compris la valeur ajoutée. Et donc, en 2012, donc quand j'ai arrêté le poker, je suis rentré en France. Pendant quelques mois, j'ai regardé ce que je pouvais faire, etc. Là, j'ai vu que WordPress acceptait Bitcoin et surtout que Peter Thiel avait investi dans Bitcoin. Moi, comme je suis quelqu'un, j'aime beaucoup Peter Thiel. C'est logique. C'est qui pour les non c'est la personne qui a créé PayPal. Ah oui, ok. Ouais. Ah, je crois que c'était Elon Musk. Non, Elon Musk, il a été, il est cofondateur. Ouais. Et donc là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose, quoi. Bon, putain, mais appelle-moi à ce moment-là. Ah non, mais c'est incroyable. Non, mais tu vois, le truc, c'est que j'ai découvert Bitcoin par moi-même, en fait, tu vois. Donc moi, la conviction, j'ai dû la créer par moi-même. J'allais pas. Oui, il y a pas un trend général qui te dit. Ouais, donc j'allais pas forcément à cette époque-là, tu vois, dire à mes amis. C'est venu en 2013, ça. Mais j'allais pas dire à mes amis, ça va tout péter. Non, il fallait que tu construives ta conviction, etc. Donc, bon, en 2012, j'ai vu ça. Alors, fais-nous rêver. En 2012, c'est quoi le cours du Bitcoin? C'est combien moi, j'en ai acheté un petit peu pour tester en novembre-octobre 2012. C'était $10. Ok. Ouais. C'est un peu grimpé, je crois ça. Ouais, $10. Il a 15 là. Ouais. 1000. Et ce qui fait que en début 2013, ça a commencé à augmenter. Alors là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Donc, j'ai pris 20 000 euros de ma bankroll. J'ai voulu les envoyer. À l'époque, avec un exchange, un gros exchange. Ah bah c'était MTGOX. C'est MTGOX, le fameux. Ouais. Le problème, c'est que ça a été bloqué par la banque. Ces enfoirés, tu vois. Je veux dire, ils m'ont bloqué, mais ils m'ont dit que c'était le bénéficiaire qui rejetait, alors que c'était pas vrai, toi. Donc j'ai mis du temps à comprendre, etc. En fait, c'est le directeur d'agence, donc rendez-vous avec le directeur d'agence. Le directeur d'agence, il me demande pourquoi vous voulez faire ce virement. Je lui dis, c'est acheter des bitcoins. Parce que je déteste les banques. Il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, si je veux acheter une voiture, je vous dis, c'est pour acheter une voiture, vous n'allez pas me dire pourquoi vous allez acheter une voiture, quoi. Et en fait, il est parti en vacances, ils ont annulé le virement, j'ai dû refaire, ça a pris du temps, honnêtement. Il s'est pendu depuis. C'est surtout que le cours du Bitcoin a été entre-temps, il prenait c'est ça le problème. Jours, en fait, je vais te dire, en fait, quand j'ai fait le virement, je devais avoir 1000 bitcoins, quoi. Et en fait, avec toi, le pump and dump, etc., en fait, quand j'ai dû refaire le virement, j'en ai que 168. Oh, donc, 168 ouais, ce qui fait que j'étais grave frustré, donc j'ai tout mis sur une altcoin pour essayer de me refaire, j'ai perdu. Donc en fait, le début n'a pas été il y avait déjà des altcoins à l'époque? Ouais. Là, je parle de l'altcoin, il y avait de l'altcoin. Ouais. Ah, ça s'appelait Litecoin. Litecoin, c'est un peu un clone de Bitcoin, sauf qu'il va plus vite. Voilà. Litecoin, ok. Et donc ça s'est pas bien passé pour moi. Donc ensuite, ça a remonté, etc. J'étais grave frustré. Donc en fait, bon, voilà, j'ai dû. Et puis, après, j'étais vraiment après, au bout d'1 an, j'étais vraiment conscient que ça allait pouvoir faire quelque chose parce que je me disais, bon, voilà, une fois que tu as compris la décentralisation, cette fois-ci, ils vont pas pouvoir l'arrêter. C'est pas comme l'expérience que j'ai eue avec Egold. Ils vont pas pouvoir l'arrêter. Donc, s'ils peuvent pas l'arrêter, il va y avoir un écosystème qui va se construire et tout. Donc, avec mon expérience de startup, je me suis dit, bon, je vais réfléchir à qu'est-ce qui peut se développer dans X années et créer une startup. Mais en fait, bon, j'ai rien trouvé à cette époque-là. Donc, petit à petit, comme j'avais mon expérience poker, je suis venu au trading. Et ça a bien marché pour moi, j'ai explosé. Et puis, là, pareil, le trading, tu t'apprends tout de la base et tout seul. Ouais, je suis parti très différent du poker. Parce qu'en fait, le poker, j'essayais de bien jouer sur les règles. J'ai lu des livres, voilà, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas ce qui me fonctionnait avec moi. Tu vois, tous les gens qui surperforment, en fait, ils ont une façon un petit peu à eux de faire. Je veux dire, tu peux pas surperformer si jamais tu suis les règles. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux être à VRH+, tu peux gagner de l'argent, mais tu vas jamais surperformer. Non, c'est pas possible. Donc moi, je me suis dit, avec mon expérience, tu vois, du poker, je me suis dit, ok, je vais partir d'une page blanche. J'ai jamais lu aucun livre de trading. J'ai jamais regardé une vidéo. J'en ai strictement rien à foutre. Et en fait, mon truc... c'est bon, c'est rock'n'roll, c'est génial. En fait, mais ça peut marcher comme ça peut exploser. Mais en fait, mon truc, c'était de dire, voilà, je vais apprendre que de mes erreurs. Mais vraiment que de mes erreurs. Après, j'avais les bases, tu vois, du poker. Tu vois, la gestion de l'argent, le risque, la variance, je connais, tu vois. Je me connais, moi, face au risque et tout ça. Donc, j'avais quand même cette base-là. Parce que sans cette base-là, je pense pas que j'aurais réussi. Et voilà, ça a pris quand même quelques années, parce que j'étais full-time trading 2015.
Et en 2017, j'ai complètement explosé. Parce que oui, c'est l'année 2017, c'est l'année où il passe de 900 à 20 000. Ouais. Et après, alors 2017, t'as kiffé. 2017, c'est le kiff et tout machin. Janvier 2018, tu commences à moins kiffer. Janvier 2018, ça allait. Honnêtement, Parce que c'est janvier 2018, c'est à partir de 2018 où il y a un énorme crash. Je crois que ça a duré un an, ça allait. Ça allait. Le problème, je vais te dire le problème, parce que le problème, c'est que moi, j'ai du poker, donc j'étais un peu non bancarisé, si tu veux ce que je veux dire. Tu vois. J'avais Neteller comme carte de débit et tout ça, mais enfin bon, tu vois. Tu passes, tu deviens multimillionnaire, tu vas avoir une banque qui te vole pas. Hein. Je veux dire, t'as 10 ans, t'as aucun historique, t'as rien. Ouais. Tu vois. Ils te volent pas, tu vois, même. Bon, je sais pas. Et donc j'ai eu un peu de mal. Donc en fait, moi, j'avais bien vendu 70% de mes bitcoins, tu vois. À l'époque, c'est monté à 20 000, moi j'ai vendu à 16 000, tu vois, 70% de mes bitcoins. Le problème, c'est que j'avais pas de banque. Donc moi. Alors quand tu vends où alors du coup? Bah voilà. Donc moi c'était sur Bitfinex à l'époque, tu vois. C'est un exchange. Bah je le connais. Donc il y a quand même un risque, tu vois. Voilà. Et il y a eu à un moment donné, il y a eu toute une histoire sur USDT, donc Tether, qui est une monnaie qui est détenue par Bitfinex, voilà. Comme quoi ils n'avaient pas les fonds, ils se sont fait bloquer 800 millions par les US et tout ça. Moi j'ai pris peur que ça tombe en fait. Donc j'ai racheté mes bitcoins. Donc même en me disant que ça allait, comme je ne pouvais pas les virer sur un compte bancaire à cette époque-là. Donc j'ai perdu, et pour te dire, oui, j'ai perdu 80-90%. Alors que j'avais vendu, mais j'avais pas de banque. Bon, maintenant, je suis blindé. maintenant j'ai la banque qu'il faut, j'ai tout. Mais c'est bien. Au moins, non, mais c'est pour dire que, en fait, dans ton histoire, il y a plein de moments qui se passent mal. Mais que, en fait, ça fait partie du chemin. Et que... Même là, j'en ai encore, alors que j'ai la banque et tout. Oui, avec FTX, j'imagine. Mais d'ailleurs, MTGOX, qui a été un des plus gros scandales, enfin, des plus gros scandales. Oui, on appelle ça un scandale, mais c'est un des plus gros scandales. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Alexis. MTGOX, c'est le premier exchange, et je crois le mec s'est barré. Là, c'est un vrai exit scam. Lequel FTX? MTGOX. Bah, le mec, il s'est barré. Il est mort après, non, c'est pas ça. Non, il c'est pas lui. Il est français en plus. Ah, mais non, il s'est barré. Enfin, il y a eu un gros scam. Non, il s'est pas barré. C'est qu'il y avait un trou. Après, apparemment, lui, il a racheté MTGOX. Il y avait déjà un trou. Il l'a acheté avec un trou. Et puis. Honnêtement, je peux pas dire, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, mais bon, bref, en tout cas, c'était la merde et le truc a fermé. Oui, le truc a fermé avec tous les fonds dessus. Voilà. Et donc, je sais pas si tu avais. Alors, est-ce que tu avais un peu. Ce qui est un peu plus par rapport à maintenant, c'est qu'avant, MTGOX, c'était 95% du marché. Donc, si tu tradais ou si tu voulais acheter des bitcoins, tu n'avais pas le choix de passer dessus. Aujourd'hui, bon, tu vois, les gens qui ont tout perdu avec FTX, bon, s'ils sont petits, bon, c'est un peu normal. Mais si tu es gros, que tu as tout sur FTX, c'est que tu fais pas bien ton risk management. Quand même. Voilà, tu n'es pas obligé de. D'ailleurs, il y a un ancien joueur de poker qui a tout. Enfin, il y a beaucoup d'histoires. J'en connais plein. Il y a Alex Weiss, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est runner-up ou 3ème de l'EPT Deauville il y a 10 ans. Le panda, là, non, tu vois, avec son bonnet, non, ça te dit rien? Et de l'argent avec le chat. Exactement, c'est lui. Et lui qui était devenu trader, qui avait monté vraiment pareil une fortune et qui avait tout dessus. Bah, pareil, c'est une erreur un peu. Enfin, il l'a reconnu lui-même après. Il dit voilà machin. Mais bref, voilà, FTX, c'est. T'as entendu peut-être parler de récemment, donc pareil, un exchange où là, par contre, là, c'est un mec. C'est un peu compliqué, mais. Là, ça s'apparente plus à de la fraude. C'est plus de la fraude. Donc voilà, donc ça, pareil, j'imagine que ça fait partie du jeu de ça fait partie de la crypto. C'est comme je discutais sur Twitter vite fait avec un trader qui trade les marchés traditionnels depuis 30 ans, il écrit des livres et tout. Et il me disait jamais il irait sur la crypto justement pour ces problèmes-là. Bon, bah, c'est évident le fait que ce soit pas entièrement régulé, que les exchanges ils sont pas, tu vois, il y a des scams, etc. Bon, bah, mais oui, c'est un risque que tu dois, c'est dans ton risque, tu dois l'inclure dans ton risque. C'est bien pour ça qu'il y a beaucoup plus de plus-value potentielle. Quand tu es joueur de poker, des fois, tu vas jouer sur des sites qui sont, ça t'est arrivé, tu joues sur des sites qui sont un peu border, tu vois. Exactement. Mais tu sais que le V de jouer dessus, elle est plus grosse, mais par contre, tu as un gros risque qu'un jour le truc se. Il faut voilà, c'est risk-reward, c'est le risk-reward. De toute façon, le risk-reward, c'est la base. Hein. Toi, Alexis, ça peut pas arriver, c'est full tilt quand même. Non, c'est ce qu'on disait sur FTX. Full tilt, c'est sûr. Hein, les petits sites, je veux bien, mais full tilt. Non, full tilt, ça arrivera jamais. Toi, Alexis, la crypto, c'est quelque chose où tu t'y es penché un petit peu Ouais, mais ça n'a pas du tout la même importance. Moi, c'était des vraies sommes, tu vois.
C'est vrai, c'est pas des petits joueurs. C'est pas des petits joueurs. C'est pas des petits joueurs. Moi, j'ai dû gagner bien, toi, tu bien pas 700, tu vois. C'était pas des grammes d'or, toi. C'était des kilos d'or. Non, mais soyons sérieux. Non, je me suis intéressé, mais pour des sommes ridicules, et j'ai gagné des sommes ridicules, voilà. Perdu. Non, j'ai réussi à finir en positif, mais je crois que j'ai gagné 700 balles, tu vois. Ce qui est extraordinaire. C'est pas mal. Ce qui est extraordinaire. C'est gagné. Hein. C'est gagné, de toute façon. Non, le seul truc qui était marrant, c'est qu'il y a eu un moment, il n'y a pas très très longtemps, quelques mois, il y avait plein de Ponzi qui jaillissaient un peu partout. Et moi, je les prenais, je déposais masse. Je laissais très peu de temps. Et je faisais fructifier. Un Ponzi, il faut être là au début. Il faut être là au tout début, donc ça mais comme des champignons. Hein. Et je faisais travailler juste ce que ça m'avait rapporté. Il fallait juste prier pour que le truc se ferme pas quand tu déposes, quoi. Et ça s'est pas trop mal passé. Ah ouais, bon, bah c'est super. Ouais. Les bons conseils d'Alexis Ebsker. Si vous voyez un Ponzi, allez-y tout de suite. Mais je crois que c'est un peu fini, ça. Il y en a plus trop, là. Je suis plus trop dedans. Ouais. Bon, enfin, t'es en train de parler à un trader professionnel, donc lui, les Ponzi, il y allait pas trop, a priori. Non, mais il a pu les voir passer, quand même. Ouais. Après, je sais pas. Moi, j'ai eu 2017, c'était un peu la folie des ICO. J'ai participé. Dis-moi, donne-nous des belles ICO que t'as fait. No, ICO, c'est Initial Coin Offering. C'est écoute, quand un coin se lance. Tu vois, en 2017, je sais plus à quelle période, mais en 2017, début, sûrement, j'avais 1,3 million de net worth. J'ai mis 600 000 dans une ICO, que c'est Tenix, 300 000 dans une autre ICO, que c'était Tezos, et j'ai gardé 400 000 pour trader. Ouais. Ah, t'as fait Tezos et l'autre, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, 1,3 million, j'ai gamblé. Quoi, ça. Ah ouais. Et en fait, le 600 000 que j'ai mis sur Tenix, ça n'a rien donné au final, parce qu'ils n'ont rien fait. Ça n'a rien donné. Quand c'est sorti, quand le coin il est sorti, j'ai pas fait grand-chose. Enfin, il y a eu un moment de flattement, etc. Mais au final, toi, j'ai sorti 4 millions, ça. TNX, honnêtement, c'est toute une histoire TNX. Hein. En plus, on a racheté avec des mecs. J'ai acheté le stack du fondateur de Party Poker qui avait investi dans TNX. On a acheté à plusieurs, dans Tezos. On a acheté à plusieurs, etc. Quand c'est sorti, on l'a acheté avant que ça sorte. Parce que lui, ça a fait sa plus-value en dollars, donc il s'en foutait. Donc il voulait sortir, on l'a racheté à plusieurs. Et quand c'est sorti, ça a baissé, etc. J'en ai racheté sur les marchés. Au final, j'ai gagné, mais toi, ça a pris peut-être 1 an et demi. J'ai tenu, quoi. En fait, dans la crypto, c'est ça. En fait, honnêtement, c'est qu'une question de conviction et de mental. Exactement. Le mental, ça doit être... Si tu n'as pas de conviction, tu peux pas, ça sert à rien. Il faut avoir de la conviction et le mental. Si il y a un des deux qui ne va pas, ouais. Oui, parce que si tu crois pas au truc et que tu fais face à des swings qui sont, j'imagine, toi, tu fais... Enfin, là, on parle pas de swing de poker, on parle de swing incroyable. Tu tiens pas. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi le moment life changing? Il arrive quand? Life changing, j'en ai eu quelques-uns quand même. Après, lequel est life changing? En général, c'est pas le premier qui est life changing. Le premier quoi? Premier million, le premier coup dur, le vrai coup dur. Non, le premier vrai coup dur, franchement, oui. C'est quoi le premier vrai coup dur? Celui qui me vient en tête, hein, tu vois, c'est j'avais 500K de net worth, je l'ai déjà raconté. J'avais 500K de net worth, c'est en fait... Comment t'as fait d'autres émissions que celle-là? Ouais, mais sur crypto, pas poker. Ah, bon, ça va personne. Et en fait, j'avais 500K de net worth, et donc j'avais tout mis sur Bitfinex, et je tradais à x3, quoi. Donc c'est-à-dire que j'avais 500K, je mettais 1,5 million. Ah, donc tu fais du leverage, et donc en gros, ça va très vite, parce que tu peux te faire liquider très rapidement. Ouais, ça va très vite, et donc... on attendait je me souviens, c'était tout début 2017, quoi, toi. C'est janvier, février. Et donc, on attendait la première réponse définitive de la Fed sur un ETF Bitcoin. Donc, j'étais avec des potes, on joue au poker et tout. On attendait la réponse, et puis je vois 30 secondes, une minute avant, le cours il commence à monter et tout. Et je me suis dit, il y a des insiders et tout, ça y est. Bon, j'ai mis la tote à 1,5 million. À peine j'ai sur le bouton et tout, je perdais 130, 120, 130 000. Tu vois. Le truc, c'est que j'ai pas coupé, toi, parce que, bon, c'est une réponse négative, le marché, il s'y attendait quand même, c'était 50-50, à cette époque-là, c'est vraiment 50-50. Bon, voilà, j'ai pas coupé, etc. Tu vois. Je suis resté à moins 100 000, donc sur mes 500 000 pendant presque 15 jours, tu vois, sans couper, tu vois. Donc, je dormais mal. Et si tu veux, le lendemain que c'est arrivé, ça, le lendemain, tu vois, je me suis dit, tu vois, tu peux pas, si tu flanches sur un truc comme ça, c'est que t'es pas fait pour ça. Et je me suis dit, moi, je suis fait pour ça. Et à la limite, tu vois, quand j'ai vu ma perte, ça m'a excité. Je sais pas pourquoi, tu vois, mais ça m'a excité, tu vois. Ça m'a excité. Et le lendemain, tu vois, comme il y a des potes qui étaient restés chez moi, enfin, il y a des potes qui étaient chez moi, il y en a un qui est resté dormir, j'ai cleané tout l'appartement, tu vois, parce que tu peux pas...
Tu peux pas être t'as besoin d'être. Ouais. Donc j'ai cligné tout mon appartement. Et à 11h du matin, j'ai été acheter une bouteille de champagne et tout parce que je me suis dit. Je vais gagner. Je sais que j'allais gagner. À la fin du mois, c'était mon plus gros gain all time. Ah ouais. Ouais, c'était pas clair. Ouais. En plus, en fait, l'année 2017, de toute façon, il n'y a pas eu trop de. Ça a été tout droit. Ouais, non, c'était au tout début. Hein. On n'était pas dans le vrai bull market là. Ouais. Non. Il n'y avait pas ça. C'est venu après ça. Ouais. Ça, c'est un des gros moments. Ouais, c'est un des gros moments. Après, j'en ai eu un autre, honnêtement, tu vois, quand j'avais 8-9 millions, j'ai pris un trade, j'ai misé 25. Tu vois, c'est pareil, hein, ça perd 20%, tu perds 5 millions, tu te retrouves avec 3 millions. Quoi, tu vois. C'est-à-dire que c'est quand même des variances psychologiques, il faut les assumer. Ouais. Et donc, j'ai tenu ce trade 19 jours, honnêtement. 19 jours, tu vois. Ça partait en bas, je me suis retrouvé à 5 millions. 19 jours, je dormais mal, tu m'étais au réveil toutes les 2 heures et tout, tu vois. Et je me suis dit, bon, là, ça revient, je suis à break-even, je le coupe, tu vois, j'en peux plus. Et je l'ai coupé. Et le lendemain, il est monté. Il commence à monter et tout. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. J'ai tout repris, tu vois. Hop, j'ai 4-5 mois, j'ai gagné 100 millions. J'ai l'impression qu'on parle de variation d'un stack de poker. De vrai argent. Non, pardon, mais non, c'est pas du vrai argent. C'est pas possible. C'est pas possible, ça ne marchera jamais le Bitcoin de toute façon. Mais ça, tu l'as entendu toute ta vie, ça. Mais tu vois, il y a des gens qui disent, ouais, si tu rentres un trade, il faut que ça marche tout de suite. Qu'est-ce que tu appelles un trade? Un trade, je veux dire, tu trades pour moi, ça dépend. Parce que si tu achètes un Bitcoin, c'est déjà une position en soi. Ouais. Bon, si tu as par exemple, admettons que le Bitcoin il est à 20 000, et toi tu as 20 000, tu achètes un Bitcoin, tu es long de 100%. Bon, pour moi, un trade, c'est d'être long de 200%, 300%. C'est-à-dire que tu mets un Bitcoin en garantie et tu vas en prendre 3. En fait, quand tu fais t'es tout le temps en levier, en fait, quand tu fais du trading. Pour moi, dans ma tête, oui, mais c'est la vraie définition, c'est pas ça. Bon, tu vois. Si tu achètes du Bitcoin et que tu t'achètes et tu revends, c'est déjà un trade, même si tu prends pas du levier. Oui. Bon, mais oui, moi, non, je suis tellement aggro que pour moi, si je prends pas du levier, c'est pas un trade pour moi. Qu'est-ce que ça t'inspire, Alexis, quand moi, je trouve ça fascinant, c'est une très belle réussite, c'est magique. C'est un coup d'instinct, en fait. Tu as senti le truc avant tout le monde. Et, moi, je suis admiratif des gens comme ça, vraiment. Hein. Mais c'est marrant, c'est que tu vois les similitudes, t'as l'impression que le poker c'est le petit frère du trading crypto, tu vois. C'est-à-dire que tu as vraiment gestion de stack, gestion de machin, gestion des émotions, gestion des... Puis après, il faut bien se connaître, honnêtement. Parce que la variance au trading, elle est nettement plus importante qu'au poker. La violence, elle est nettement plus importante. Je veux dire, quand tu prends une grosse position, et grosse, je ne parle pas forcément en chiffres, c'est gros pour toi, tu vois. Il faut dormir avec, tu vois. C'est pas la même chose. Il faut vivre avec. C'est pas, tu vois, t'es pas là en te disant, oh, bah voilà, tu joues, en fait, c'est fini. Au poker, la gestion de bankroll, en fait, tu sais que j'ai tant de buy-in, je vais sur la table, je vais me permettre de perdre tant de buy-in, et tu mets jamais en danger ta bankroll en général. Enfin, non, mais c'est surtout que tu as des cassures, tu peux arrêter de jouer et tout. Là, les cours, ils continuent. Ça joue tout le temps, la partie, elle continue en 24 heures sur 24. En fait, tu peux pas des fois, tu es dans la partie, tu dis non, mais j'ai envie d'arrêter, mais non, ça continue à perdre. Alors c'est vrai qu'il y a des gens, et ça je comprends, tu vois, qui font du day trading, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument, quand ils arrêtent, ils veulent absolument clôturer toute leur position, et ça je comprends, mais c'est pas comme ça qu'on gagne c'est pas comme ça qu'on fait fortune, ça c'est... Voilà. Ça dépend de ce que tu veux. Moi, je voulais faire fortune, c'est sûr. Et t'as réussi. A priori, bon. 100 millions, c'est un peu après, 5 millions pour commencer, j'ai beaucoup perdu aussi, hein, je veux dire, tu vois, c'est... Mais oui, mais après, en fait, si tu veux gagner gros, il faut être capable de perdre. Malheureusement, si tu peux pas encaisser les grosses pertes, tu pourras jamais... Tu vois, il y a quelqu'un, j'aurais aimé le dire, mais il y a quelqu'un qui l'a dit très bien en anglais. Il disait, en fait... la peine psychologique que tu peux endurer, tu vois, c'est directement relié, tu vois, à ta capacité de faire du profit. Et c'est vrai. Je veux dire, si tu peux pas endurer de peine psychologique, tu vas faire des petits profits. Oui, voilà. Et après, tu peux peut-être, tu vois, faire quelque chose de très bien avec ça. C'est pas... Mais le truc, c'est qu'il faut se connaître, en fait.
Tu vois, ça sert à rien. Si tu peux pas dormir et que tu deviens dingue quand ça baisse, etc. Cherche plutôt à faire du day trading. Mais par contre, t'as dû quand même galérer à dormir pendant plein de. T'as dû avoir des nuits compliquées, non? Il y a une époque, je te dis, quand j'avais des très grosses positions et tout, que je me couchais, je mettais mon réveil toutes les 2 heures pour checker. J'étais obligé, c'est comme ça. Parce que il se passe quoi il peut se passer quoi au bout de 2 heures? Il peut se passer n'importe quoi. Je veux dire quand tu as une grosse position, t'es en x3, etc. Bitcoin, il y a eu. Maintenant, ça arrive moins souvent, honnêtement. Tu vois, les gens ils disent. Mais à cette époque-là, Bitcoin, il pouvait perdre 30% dans la nuit. C'est arrivé. Et du coup, il faut que tu l'anticipes. Donc moi, il n'y a plus rien, c'est fini, quoi. Donc tu peux pas. C'est pas possible. Et donc, il faut que tu fermes avant, c'est ça? Faut que tu clôtures avant, si jamais? Ça dépend de. Tu le sais pas. Bah oui, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Au bout de 2 heures que tu te réveilles, tu peux juste voir le oui, carnage. mais au moins, tu peux voir ce qui se passe, hein, tu vois. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ou est-ce que c'est juste parce que, tu vois, je sais pas, moi, il y a un gros player qui vend, ou parce que, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui étaient en leverage, donc, tu vois, il y a un squeeze, etc. Okay. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, et c'est à toi, tu vois, de mesurer, tu vois, le poids de ce qui se passe. Est-ce que, tu vois, en fonction de la condition du marché dans laquelle on est aujourd'hui, avec ça qui se passe qui est négatif, par exemple, tu vois, BitMEX qui tombe ou un truc comme ça, mais si le marché est un peu bullish, tu dis, ça va pas perdre 30%, enfin, tu vois, c'est du jugement, en fait. Ouais, et puis c'est ton expérience qui joue. Est-ce que tu as l'impression c'est comme ça quand il y a quelqu'un qui joue au poker et quelqu'un d'autre qui joue pas au poker et qui utilise tous ces termes, et que tu comprends pas? Oui, il y a ça, mais dans toutes les spécialités, dans toutes les spécialités, tous les métiers un peu pointus, il y a un vocabulaire dédié. Pour revenir un petit peu, on va faire une transition vers toi, Alexis. Alexis, 3e bouquin? 4e. Non, 3e. 4e bouquin. Je crois. Mais t'en fais un. Attends. Ouais, c'est ça, 4. 4e bouquin, mais attends, mais c'est pas possible, t'en sors un par an? Un par an, ouais. Dis donc, tu les as écrits 4 d'un coup et tu les sors. Non, t'es en train d'écrire le 5e ou pas? Bah non, j'ai un peu de mal parce que j'ai des occupations poker. Font chier, circuit. Et c'est un peu difficile d'avoir le temps et l'esprit à ça. Parce qu'il faut parce quand même être un peu concentré. La dernière fois que je t'ai reçu, t'avais sorti le 3e. Non, t'avais sorti le 2e, mais t'étais déjà en train d'écrire le 3e. Ouais. Normalement, j'ai un bouquin d'avance. Là, c'est pas le cas. Donc, j'ai quand même des pages et tout, mais j'ai du mal à avancer. Ouais, mais t'as quand même déjà l'esprit. Je sais ce que je vais écrire, oui. Mais j'ai pas le temps. Et puis, tu sais, quand j'ai 5 minutes à moi, en fait, je pense à ce qu'il faut faire au club et tout. Je suis vraiment dedans. Donc, alors, c'est quoi? C'est pas évident de. Ton rôle, c'est encore une fois, c'est directeur. C'est quoi ton directeur rôle? Responsable, c'est le terme officiel de la réglementation pour dire directeur de casino, de club, quoi. D'accord. Donc, alors, ça veut dire quoi? C'est quoi Le mot responsable est vachement important, plus que peut-être que le mot directeur. C'est toi qui t'es le fusible, c'est toi qui prends cher. Ça, c'est moi. Je suis l'interlocuteur de la police des jeux, par exemple, que j'ai pratiquement tous les jours par mail au moins ou au téléphone. Et puis je suis garant, s'il y a un problème, c'est moi qu'ils appellent, même si c'est pas moi qui suis à la source du problème. C'est moi qui en suis responsable, donc c'est pas une mince affaire. Et puis je dois rendre les comptes. Je dois clôturer tous les mois, je dois m'occuper être garant de ce qui se passe, être garant de la bonne tenue de la réglementation, du respect des jeux, etc. Et je sais pas, j'arrive pas à savoir, ça te passionne encore ce milieu quand t'as vécu une autre vie aujourd'hui qui est écrivain, où tu t'es découvert ce talent d'écrivain? T'arrives à faire les deux, à quand même faire quelque chose qui est plus pas conventionnel, mais je veux dire un vrai job comme ça, alors que t'as un talent artistique à côté, t'arrives à... Il y a deux questions dans la tienne. Il y a d'abord l'intérêt pour le boulot que je fais actuellement. Je l'avais pas vraiment fait, j'avais une expérience un peu frustrante avec Montmartre. Donc je suis resté sur cette frustration, et puis moi j'aime pas rester comme ça, j'ai envie de me prouver des choses, et c'est quelque chose que j'avais pas complètement achevé. Donc oui, j'ai intégré cette équipe avec grand plaisir, et je m'en réjouis tous les jours. C'est pas du tout la même ambiance que celle que j'ai quittée. Donc ça, c'est encore un challenge, et c'est intéressant pour moi. Je dis pas que je m'en lasserai pas un jour, mais en tout cas c'est pas le cas actuellement, et j'ai vraiment des choses à me prouver, j'ai des choses à prouver aux autres, j'ai envie que ça marche, quoi. J'ai envie d'aller plus loin. Et du coup, c'est quoi les challenges? Tes challenges, c'est les challenges, c'est de développer l'activité de cette room, de créer de nouvelles choses, par exemple le FPS qui se déroule dans 10 jours.
9 jours. Voilà, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un très bel outil avec un très bon staff. Et voilà, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. Donc, c'est à ça que je me consacre maintenant. Et la deuxième partie de ta question, c'est j'ai une autre vie. Et est-ce que ça pourrait supplanter? Mais pas vraiment, parce que, bon, déjà, ça peut coexister. Hein. Il y a des ministres qui écrivent des bouquins, donc je pense qu'ils ont un emploi du temps qui Ils sont quasi aussi bien que les tiens. Je pense. Mais je vends un peu plus. C'est vrai que tu vas. Bah, c'est-à-dire que tu envoies déjà plus de 1. Déjà, je crois qu'il en a vendu. Tout le cabinet qui achète, qui est obligé d'acheter. En plus, le cabinet, ça va bien avec son bouquin, je trouve. Non, je sais pas, j'ai pas lu, c'est très très méchant. Mais oui, ça peut cohabiter. Là, je vais, une fois que le FPS est passé, je vais prendre quelques jours de vacances et je vais écrire pas mal pendant mes vacances. Ouais. En tout cas, j'ai pas, pour répondre à ta question, j'ai pas du tout l'intention d'abandonner l'écriture. Bien sûr, et avec ta maison d'édition, c'est quoi? C'est un contrat, on te dit, genre il faut que tu sortes quand même un bouquin avant telle date? Non, c'est un contrat où ils me proposent de sortir un bouquin. Si je suis pas prêt, ils vont pas sortir le bouquin coûte que coûte. Donc on s'entend sur une date. Par contre, une fois qu'on s'est entendu, oui, il faut rendre un manuscrit, c'est sûr. Donc c'est une discussion en fonction de moi, du degré d'avancement du bouquin. C'est combien de la première page à la publication du bouquin? C'est combien de temps à peu près? Ça dépend. Là, celui-là, ça va être un peu plus long. Moi, ça peut être long parce que j'écris pendant que l'autre sort, ça dure 1 an, tu vois. Ouais. Mais moi, le temps d'écriture, j'écris très très vite. En 1 mois et demi, 2 mois, j'ai écrit un roman, quoi. Ah oui, donc Ouais. et puis après. Après, il y a un travail de réécriture. Attends, je fais pas le malin. Hein. Il n'est pas publiable en l'état. Ouais. Il y a des répétitions, il y a des lourdeurs. Mais je veux dire, j'ai ma trame et j'ai mon histoire. Je tiens à quelque chose. Après, il faut le retravailler. Il faut changer un mot pour un autre et des phrases qui sont un peu bateau qu'il faut remplacer, quoi. On avait parlé la dernière fois où tu étais venu de la future adaptation. Alors, il y en avait 2 qui étaient prévues. Je crois on parlait d'une adaptation cinéma et d'une adaptation Netflix à l'époque. Oui, c'est ça. Finalement, l'adaptation Netflix pour le premier qui s'appelle Et avec votre esprit est sur pause. J'y crois plus trop, hein, pour être honnête, faut être réaliste. En revanche, Le Mangeur d'âme, c'est plus que concret puisque le film est tourné. Il est monté et là ils sont en étalonnage, c'est un travail de l'image, donc c'est vraiment la phase finale de la... C'est la post-prod un peu. C'est la post-prod, ouais. Exactement. Et on sortirait entre mars et septembre 2024. Pourquoi cette éventail assez large, ouais. Parce que peut-être Festival de Cannes. Donc, c'est un truc complètement fou. Ça va. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Peut-être Palme d'Or. Ouais, non, mais ils veulent, Palme d'Or, non, mais ils veulent en tout cas faire partie de la sélection de Cannes. Ils veulent me le présenter à Sundance, à C'est marrant parce qu'en général, les polars, c'est pas trop le créneau de Cannes. Non, surtout que c'est un polar assez dur. Hein. C'est un polar assez, pas trash, mais violent. Avec un sujet violent, disparition d'enfants, tu vois, c'est quand même un thème sur une ambiance un peu de sorcellerie, une ambiance vraiment glauque, etc., très oppressante. Donc, c'était déjà pas gagné qu'il soit adapté, et c'est celui qui a été choisi. Et ils veulent le présenter au festival, donc voilà, moi je m'en réjouis. Hein. Ouais, top. Les têtes d'affiche? Virginie Ledoyen, Sandrine Bonner, et le héros, il s'appelle Paul Ami, c'est un garçon qui a été... sélectionné au César du meilleur espoir. Ok, donc... qui joue très très bien. Non, mais qui est très très mauvais. T'as pu donner ton avis sur le casting ou pas? Alors oui, et on m'a dit d'accord. Alors nous, on avait plutôt pensé à eux. Non, ils m'ont pas du tout écouté. Non, pas du tout. Non, mais du coup, alors, c'est quoi tu peux donner quoi comme avis sur... Alors, en théorie, tu vends tes droits, donc tu n'as plus droit à rien. Ok. Moi, ils ont été suffisamment sympas pour me consulter. Donc, on a fait des navettes pour dire, voilà, moi, ça, je trouve pas ça terrible. Et sincèrement, sur 99% des points que j'ai relevés, ils m'ont dit, on est d'accord avec toi. Donc, on a travaillé, on a eu une grande journée de travail, on a lu tout le manuscrit, enfin, le scénario, pardon, et on a changé pas mal de choses. C'est par rapport au scénario, hein, c'est par rapport au scénario, ouais. Mais déjà, il y a eu un travail de préparation, on avait échangé sur ce qui était possible de faire, pas possible de faire, etc. On a travaillé pas mal au téléphone. Ensuite, il y a eu une deuxième version sur laquelle on a rediscuté, puis une troisième. Et là, il n'y avait plus que quelques petits changements, des petits ajustements, quoi. Donc c'est cette troisième version qui a été filmée. Après, les 2 réalisateurs ont décidé d'adapter un petit peu des petites choses, parce qu'il
il y a des trucs qui collaient pas parfaitement, et donc voilà, il y a encore une petite relecture, même à la dernière version, quoi. Et du coup, donc cette version finale, c'est cet échange. On a 6 mois, on saura pas c'est quand, on saura quand la date. Parce que la sélection de Cannes, ça se fait quoi en décembre, non? Je sais pas, je peux pas te dire. J'y connais rien du tout. Je crois que je me demande si c'est pas en décembre la sélection de Cannes pour, de toute façon pour le mois de mai. Donc, je sais que ça va passer sur France Télévisions une fois que ça sera parce que c'est en association avec c'est France Télévisions, et c'est très étonnant parce que c'est quand même, encore une fois, un polar un peu dur, quoi. Donc ça va pas passer en première partie de soirée, je pense. Sinon ça va traumatiser pas mal de gens. Mais surtout la scène de circoncision à vif. Ah non, mais ça c'est facile. Ça, c'est pas... Non, Karl, tu lis toi un peu? Pas vraiment, non. Non, t'es pas. Non, mais enfin, ma vie, tu vois, je suis toujours à droite à gauche. Enfin, je sais pas, non, je pourrais. C'est une excuse. C'est une excuse de merde. Hein, ouais, c'est une excuse de merde. Non, mais. Toujours à droite à gauche. Dès que je l'ai dit, je me suis dit, voilà. Non, en fait, j'achète souvent des livres qui me plaisent et tout, mais j'arrive pas à les finir. T'as une belle bibliothèque, mais par contre, t'as pas les. Ouais, non. Alors, je tiens à préciser qu'il suffit de les acheter pour que je sois content. Hein. Pas besoin de les lire. Hein. Bah, j'achèterai. Bon, non, mais si tu peux en acheter plusieurs aussi. Genre. Voilà, vous en prenez combien? Je vais en prendre 10 000. Ouais, non, c'est pas. J'ai du mal. En plus, ces dernières années, je tradais beaucoup. T'as beaucoup de stress, d'adrénaline, etc. Enfin, j'avais du mal, moi, à rester. À décrocher. Donc, ouais, la seule chose, c'était le sport. C'est la seule chose, moi, qui me règle, c'est le sport. Donc, effectivement, la lecture, tout ça, c'était pas trop. T'es pas trop méditation, bain froid, tout ça? Ah non, pas du tout. Je suis plutôt taper dans le sac et soulever de la fonte. Ouais, c'est quoi, du coup, aujourd'hui, tu nous parlais de tes routines quand t'étais en Thaïlande. Aujourd'hui, ta routine, déjà, tu vis où la majorité du temps? Bah, je suis basé à Dubaï. Alors, basé à Dubaï, c'est pas j'habite à Dubaï. Non, je suis à Dubaï la moitié de l'année. Ok. L'autre moitié de l'année, bah, je voyage. Et puis, comme là, depuis peu, je fais les tritons. Voilà, de toute façon, j'ai toujours voyagé, même avant. Mais voilà, je voyage et puis je fais les tritons. Et puis voilà. Ouais, et du coup, c'est quoi un peu, quand t'es à Dubaï, ta routine, c'est quoi? Bah, normalement, je me lève, je fais 15 minutes de cardio. Soit je cours, je fais du shadowboxing. Après, je regarde le marché. Enfin, déjà, je me lève, je regarde le cours. En vrai, tu te lèves, tu regardes ton téléphone. Oui, non, exactement. Parce que les gens, ils te disent, il faut aller faire ça. Non, fuck off. T'es obligé de le faire. Je veux dire, tu vois. Donc, tu fais ça, tu sais, tu vois. Donc, généralement, bon, il y a rien. Tu regardes, bon, bah voilà. Tu sais si tu vas passer une bonne journée ou pas? Ouais. Non, pas forcément. Non, parce que ça veut rien dire, en fait. C'est pas ça qui est. Sauf si c'est vraiment passé quelque chose, mais non. Donc, après, moi, je fais 15 minutes de cardio, tout ça. Ensuite, je suis sur le marché. Ensuite, je déjeune avec ma copine, sauf que là, j'en ai plus, mais voilà. Donc, normalement, voilà. je déjeune avec ma copine. On vient de se séparer il y a 2 mois là. Mais bon, merde. Donc, normalement, je fais ça. Donc, après, je déjeune. Ensuite, je déjeune, je regarde encore le marché. Ensuite, je vais soit à la muscu ou soit je vais me balader. Si je suis dans un pays, je vais me balader. Ensuite, je regarde le marché, ensuite je vais au restaurant, ensuite je regarde le marché, ensuite je sors. Voilà. Quand tu dis je regarde le marché, t'as genre. Non, ça c'est écrans ou pas? Moi, je suis pas comme ça. Moi, je traite que sur mon MacBook. En plus, je voyage, donc j'ai besoin que de MacBook. Je regarde pas plein de trucs. En fait, moi, aujourd'hui, c'est pas comme en 2017 où je m'intéressais aux SEO, je m'intéresse plus du tout à ce qui sort. Donc, moi, je trade que Bitcoin Ethereum. Voilà, je trade, je fais des grosses positions que sur Bitcoin Ethereum. Donc, je regarde le macro, ce qui se passe dans l'économie. La tendance générale du marché, et je traite que ces paires-là. Ça m'intéresse plus de regarder tout ce qui se passe. Tu nous parlais des tritons, on va en parler un petit peu. Donc, tu as fait ton apparition sur les tritons, ça fait 3-4 ans, non, ça fait, je sais plus, c'était... J'ai recommencé, en fait, j'ai un compte Twitter qui est assez connu chez les joueurs de poker. Oui, mais même moi, j'ai halluciné qu'en fait, c'était toi au début. Parce que moi, quand je m'étais intéressé... T'es même sur Twitter depuis même 2017-2018. Non, le compte, je l'ai créé en 2019. 2019, ouais, parce que High-Stakes Capital. Ouais, avant, j'avais un compte qui s'appelait Karl, Karl Schaap. Très original. Oui, voilà, c'était mon nom. Mais en fait, j'avais pas envie comme c'était mon nom à cette époque-là, j'avais pas envie de parler de trading, en fait, parler de ce que je fais, etc. Et en fait, moi, je connais pas de traders comme moi, etc. J'avais envie de partager un peu. Et donc, je sais pas, High-Stakes Capital, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, le nom, il est bien et tout, je vais créer ça, je vais parler de trading. Donc maintenant, tout le monde le connaît depuis Triton, tout le monde connaît mon nom, etc., qui est associé. Mais au début, je ne voulais pas du tout, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé ce compte-là et que j'ai supprimé mon compte avec mon prénom. Et en fait, voilà, donc il y a beaucoup de joueurs de poker qui me suivaient. Et il y a Rui Kao qui m'a contacté. Je l'ai vu, il habite à Dubaï.
Il m'a présenté à Triton, notamment à Paul Foy, donc, qui est le boss de Triton. On s'est super bien entendu, franchement, je les adore. Et puis on a commencé à faire des private games ensemble. Ah bah ça tu vas nous en parler. Ouais, on veut savoir ça. Parce que des private games avec Paul Foy et Rukao, ça doit envoyer du pâté quand même. Et puis après, c'est Danny Tang qui m'a parlé d'un Triton. Il y avait un 200K où ils invitent des VIP. Et le VIP choisit un pro. Donc il m'a parlé de ça. Et je suis arrivé au Triton, c'était en 2022. Donc j'ai recommencé le poker Ultimate Private Game avec eux en 2021. Et mon premier Triton, c'était en 2022. Attends, comment ça se passe T'avais pas joué aux cartes depuis la NL200 Ouais. Et là, t'arrives en L quoi ça joue quelle limite le premier private game que j'ai fait avec eux, alors c'était 100K la cave, on jouait en 500 000. Okay. Et au bout de 6 heures, on est passé en 1000-2000 avec 2000 Dante. D'accord. Ouais. Et est-ce que... ma meilleure partie all time. Tu vas nous raconter, mais le fait justement le fait de gérer parce que tu le dis, tu l'as déjà dit en interview, que en fait gérer des swings au poker, c'est de la gnognotte par rapport à gérer des swings en crypto. C'est sûr. Mais malgré tout, quand on s'assoit à une table, en fait, on est à la table et on joue et en fait, on a des émotions et tout ça. Comment ça s'est passé quand tu... c'était quand même, on était quand même, j'étais quand même très 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 à l'aise financièrement. Donc, j'avais pas de pression de perdre ma cave ou quoi que ce soit, aucune. Quoi. D'ailleurs, à la table, personne l'avait. Hein. Je veux dire, on était qu'entre nous. Je sais pas s'il va le donner non, mais bon, c'était que des joueurs pros qui. C'était vraiment une partie d'amis entre eux où on m'a invité. Il y avait que moi qui était du poker qui était étranger avec un mec qui était dans la finance qui les connaît très très bien. Donc voilà, on était les deux, et après c'était vraiment entre eux, hein. C'était Paul Foy, Rukao, Danny Tang, voilà, que des Asiatiques. Et non, c'était vraiment très très bonne ambiance, etc. Bon voilà. Comment s'est passé ça? Très bien, très très bien. Voilà, très très bien pour moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai gagné 1 million. Ah, ça va. Après, tu vois, c'est la première partie, j'étais un peu, tu vois, c'est un peu voilà. Ouais. Bon après. J'y suis retourné, c'était très difficile. Et puis là, Rukao, il m'avait prévenu. Parce que la première, en fait, on était vraiment... c'était poker entre amis, tout le monde buvait. Tout le monde buvait à table. Tout le monde buvait. C'était vraiment, bon, c'était un bon enfant, sauf qu'on jouait des grosses sommes. En fait, c'était ça. Ouais. C'était vraiment une partie d'amis, sauf qu'on jouait des grosses sommes et tout le monde buvait. La deuxième partie, c'était différent. Il y avait quasiment personne qui buvait. C'était sérieux, quoi. Ouais, c'était sérieux et tout. J'ai eu beaucoup de mal toute la première partie. J'ai recave 4 fois. Et au final, j'étais positif de 700K, donc ça s'est bien passé, mais j'ai dû lutter. C'était complètement différent. Là, c'était plus... tout le monde voulait... Enfin, c'était une partie sérieuse. Tu leur avais pris 1 million, tu m'étonnes qu'ils voulaient... J'ai pris plus que ça. Et du coup, ces parties-là, tu les joues régulièrement ou en fait... J'en ai fait quelques-unes à cette époque-là. J'en ai fait quelques-unes. Là, depuis le début d'année, honnêtement, les parties que j'ai fait, c'était que après les tournois à Triton. C'est les parties télévisées des Tritons après, il y a des parties privées. Parce qu'on ne te voit pas trop sur les parties télévisées en cash game. J'en ai fait 2, honnêtement, qui ne sont pas sorties. Ok. Ouais. Il y en a une qui s'est très bien passée, franchement, j'ai bu, je buvais depuis. Là, merde. Oh là là. Voilà, mais bon. C'est comme ça, hein. Les autres étaient contents. C'est allez, aussi une petite margarita pour Karl. Ah non, j'étais au whisky, en plus j'écoutais ma musique et tout. Oh putain. Ouais. Mais enfin bon, non, c'était bien. Mais c'est ça en fait les parties avec eux. Honnêtement, tu vois. Je l'ai pris comme une partie comme on fait, hein. C'est comme ça. Après, il y a des parties où tout le monde est sérieux, ça dépend, tu vois. Et il y a des parties où on joue vraiment entre nous, on a envie de juste, je veux dire. C'est des gamblers, c'est les Asiatiques, c'est des gamblers. Si toi t'arrives et tout, t'es là et tout, tu veux gagner de l'argent, ils t'invitent pas. Ils s'en ont rien à foutre. Ouais, c'est clair. Ils veulent s'amuser. Tu vois, je veux dire... Ils veulent un mec qui mette de l'action, qui soit dans la même mouvance qu'eux, tu vois. C'est-à-dire, tu rigoles, t'es là, t'as perdu 200K, t'as perdu 200K. Si t'es là, non, ils vont pas t'inviter, tu vois. Ouais. Et même, tu vois, il y a des joueurs connus. Il y a un joueur connu, tu vois, qui a une grande gueule, donc vous pouvez voir qui c'est, etc. Bon, il est toujours là quand il perd, il est en train d'emmerder tout le monde, il veut changer de truc, machin. J'ai rien dit. Tu vois, Paul Foy, il me dit, lui, je l'invite plus, tu vois. On est là pour s'amuser, tu vois. Ouais. Alors après, les trucs qui sont en live, c'est pas pareil, là, quand même.
Tu vois, moi je te disais que je buvais, j'étais un machin, mais enfin, là, les gens ils sont là pour gambler, mais ils jouent sérieux. Et, tu vois, il y a que moi qui buvais. Ouais. Oui. Mais et les tritons, les tournois, alors t'en as gagné un, mais c'est toi t'es un joueur de cash game, c'est quoi ça te fait vibrer, c'est quoi qui te motive à te honnêtement, tout ce qui est avant la table finale, pour moi, ça me fait pas vibrer, ça me fait chier même. Tu vois. Je veux dire, je me dis j'ai envie d'arriver à la table finale, mais tout ce qui est avant, ça m'emmerde. Par contre, tu vois, une grosse partie de cash game où il y a de l'argent, etc., il y a une pression sur chaque coup. Moi, j'aime bien jouer post-flop, j'aime bien, tu vois, avoir de la profondeur. Voilà, j'aime bien le beau jeu post-flop, etc. Enfin un invité qui parle qui dit la vérité. Donc, enfin, la vérité, c'est la mienne, hein, tu vois. Voilà. Donc, les tournois, ce que j'aime bien, moi, Triton, c'est que, tu vois, comme c'est des gros buy-in, le fil, il est assez petit, tu vois toujours les mêmes joueurs, quoi. Tu vois, donc, tu vois, tu te revois dans un autre pays, tu vois, tu dis ça va, qu'est-ce que t'as fait, etc. Enfin, c'est un groupe de potes de collègues que tu recroises. C'est sympa. Alors, parmi ces joueurs, il y a les meilleurs joueurs du monde, il y a plein de grands noms que tu as dû croiser. Ouais. Est-ce qu'il y a des noms qui t'ont vraiment marqué, genre vraiment des joueurs. Alors moi, il y a un de mes joueurs préférés qui joue, parce que c'est la star du KGM, c'est Linus. Ah, Linus, Linus qui est genre. Oui, il est super sympa, Linus. Ouais. Il est super sympa, il est humble, il aime bien boire, il aime bien rigoler, etc. Mais il est un peu introverti. Non, franchement, il fait un peu introverti, mais c'est un bon gars. Ouais. Et t'as joué un peu avec lui? Ouais, bien sûr. Et alors, ça fait quoi de jouer contre Linus? Bon. Ouais, la première fois, je le connaissais pas trop, tu vois. En fait, je l'avais vu quand il était jeune, mais je n'avais pas capté que c'était lui. Et après, j'ai joué une fois online avec lui. Ah bon? Sur l'étal, à 500 000, sur Natural 8. Ah oui, à l'époque. Ah oui, non, là. Ah, Natural 8, parce que c'est un vieux skin de GG, quoi. Ouais, 8, non, je jouais là, c'était, je sais pas, 2022. Hein. Non, c'est quelqu'un que j'aime bien. Putain, tu t'es assis en 500 000 contre Linus, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le dire, quand même. Ouais. Ça te parle, Alexis, Linus Love? Non. C'est genre top, c'est le meilleur joueur de cash game online, quoi. Ok. Enfin, ils sont trois à se battre dans le peloton. Après, tu vois, tu me disais, t'es arrivé là, etc. Mais en fait, moi, quand j'ai repris le poker, donc j'ai commencé les private games et que je suis arrivé au Triton, bon, je connaissais les noms, mais en fait, personne ne m'impressionnait. Enfin, dans le sens, c'est pas quelqu'un que je regardais, où je me dis, t'avais pas d'admiration, il est super fort. Non, pour moi, c'est un joueur. Moi, je joue mon jeu, il joue son jeu. Tu vois, j'ai aucune pression, quoi. Ouais. Donc, j'avais cet avantage-là, malgré que j'ai 10 fois moins d'expérience qu'eux, et que je suis moins bon qu'eux. J'avais l'avantage que j'avais pas aucune peur et aucune pression. Ouais. Toi, Alexis, t'as des mecs qui t'impressionnent un peu dans le poker encore, même si ça fait 100 ans que t'es dans ce milieu. Est-ce qu'il y a des gens, je sais pas, des gens que t'aimerais rencontrer tu vois, non, t'as pas des... Bah, tu sais, moi, oui, je suis un peu de l'ancienne génération, et les gens qui m'impressionnent, je les ai rencontrés, en fait. T'as rencontré tout le monde. C'est qui, t'avais rencontré Doyle ou pas? Ouais, j'avais rencontré Doyle. J'ai deux bouquins dédicacés de lui. Ah ouais? Ouais, il était très sympa, ouais. Tu l'avais rencontré à Vegas. À Vegas, il dédicaçait ses bouquins. Je suis tombé dessus par hasard, tu vois, j'étais pas fanboy et tout, mais je tombe dessus par hasard, je me dis, bah quand même. Ouais, quand même ça. Ouais, Doyle, tu vois. Ouais. Et j'ai travaillé avec Negreanu quand j'étais chez PokerStars. C'est quand même un grand nom, puis c'est un mec qui est très, très bavard, très sympa, donc c'était très rigolo de bosser avec lui, ouais. Et puis, en France, pareil, en France, là, pour le coup, t'as vraiment travaillé avec tout le monde. Et notamment Elki, quand il était... Bien sûr, c'est un copain, ouais. Quand il était sponsor PS. Ouais. Longtemps, il est resté très longtemps sponsor PS, donc on a fait plein de trucs avec lui, ouais. Et Karl, il faut que tu nous parles, on va forcément en parler, de ce qui s'est passé cette année, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une autre chose qui t'a révélé au grand public, c'est Moundir. Ah. Et il faut que tu nous racontes cette anecdote. Attends, mais c'est quand même, parce que là on parle d'un truc qui est complètement surréaliste. D'où ça vient ce stacking, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Moundir, il m'a interviewé donc quand j'ai gagné le 40K short deck. Sur RMC? Ouais, sur RMC, il m'a interviewé. Bon, moi, on m'a dit, il y a Moundir et tout, je ne savais pas qui c'était Moundir. Moi, je suis vraiment, je suis dans une bulle. Hein. Je connais pas la télé-réalité, je ne m'intéresse pas du tout à ce qui se passe en France. C'était il y a 20 ans en même temps. Ouais, mais je ne savais pas du tout, tu vois. Donc, je ne savais pas du tout, en fait. Et donc, quand j'ai fait écouter ça à ma copine, elle m'a fait, c'est Moundir de la télé-réalité, machin, je vois, ok. Et en fait, après, j'ai refait une émission et je suis allé dans leur studio, je l'ai rencontré.
Et franchement, j'ai adoré le gars. Enfin, toi, j'ai adoré. Voilà, c'est comme ça, j'ai adoré le gars. Et après, quand j'ai vu qu'il a gagné, etc., j'ai vu son émotion et tout, franchement. Déjà, on s'envoyait quand même des petits messages. Et puis, voilà, je dis... Ouais, t'as eu un coup de cœur, quoi. Ouais, quand j'ai vu, tu vois, il pleurait, le machin, etc. Et en plus, bon, il a gagné quand même, puis après, il a été, le lendemain, il a fait deuxième. Ouais, il a fait deuxième, etc. Je me suis dit, tu vois, le gars, il est sur une bonne lancée, là. Tu vois. Bah, si c'est le petit coup de pouce que je peux lui donner, alors que c'est une bonne lancée, là, ça peut être un game changer pour lui. Donc, je lui dis, est-ce que ça t'intéresse de participer au Triton, etc. On a fait là, il a dit non. Au début, il a dit non. Laisse-moi 48 heures. J'ai un truc à faire, là, de la boulangerie. Ouais, et puis voilà, au début, je voulais pas trop que ce soit public et tout. Il m'a dit, non, mais Karl, tu sais, tout le monde va se demander comment tu fais, etc. Machin. Il fait, ouais, bon, je dis, bon, ok, si tu veux. Et 2 jours après, il me fait, on va faire une émission. Je fais, et après, c'était partout. Ah bah là, parce surtout que moi, lui, j'avais pas envie, tu vois, de recevoir plein de messages de stacking ou des machins, ou de, tu vois, je sais pas. Ça a été le cas j'en ai reçu... j'ai eu pas mal de messages, mais en fait, ça s'est arrêté très très vite. D'accord. Ouais. Ah ouais, il n'y a pas eu de... Parce qu'on est quand même dans un milieu où les gens demandent quand même beaucoup de stacking, de l'argent, machin. Quand il y a eu l'annonce de l'émission, j'en ai eu une dizaine. Et en fait, après, non, rien. Mais ça ressemble à quoi, du coup, les mecs qui te disent... Non, bah, enfin, j'ai des messages, ils me racontent sa vie. Moi, je lis 2 lignes, je lis même plus. On peut peut-être lui demander des noms. Non, mais en fait, je lis 2 lignes, je lui envoie 100 000 et c'est bon. Hein, il me laisse tranquille. Ça va. Non, ouais, mais là, justement, je voulais éviter d'avoir ça. Non, mais t'inquiète. Bon, maintenant, j'en parle. Mon nom, tu vois, il est vraiment relié à mon compte Twitter, etc. Donc, puis, bon, je suis à Dubaï, donc ça... Mais... J'avais pas trop envie, tu vois, que ça... Oui, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que tu avais vraiment envie d'être exposé médiatiquement? Mais en fait, t'as stacké un influenceur. En vrai. Ouais, donc bien sûr que lui, il a... Voilà, mais j'ai pas réfléchi à tout ça. En plus, tu vois, je veux dire... C'était un peu, tu vois, sur l'émotion, j'avais lui faire de ce cadeau-là, je me suis pas dit, tu vois, dès que j'y ai pensé et tout, je l'ai appelé. Tu vois, non, je lui ai envoyé un message. C'est lui qui m'a appelé. J'ai envoyé un message et tout, et il m'a appelé, etc. Je lui ai fait, vas-y, me dire. Voilà. Je me suis pas dit, je vais réfléchir pendant 3 jours. Non, toi, je suis pas comme ça. Enfin, c'est pas que je suis pas comme ça, mais ouais. Alors du coup, le deal était quand même incroyable, parce que donc le deal c'était donc il a 100 000 de buy-in et jusqu'à 100 000 de bénéf, c'était pour lui. Ouais. Bah, ce que je te dis, c'est pas une offre de stacking, c'était un coup de pouce et puis tu vois, il était sur une bonne lancée, j'étais content de lui offrir ça. Et franchement, quand je l'ai vu au Triton, franchement, il a fait honneur. Et franchement, grave. Tellement il était content, tu vois, vraiment. Pour moi, il a représenté de ouf. Ouais, ça m'a fait plaisir. T'as vibré un peu? Ouais, bien sûr. Ouais. Surtout quand... Bon, déjà, il me faisait les commentaires en réel, tu vois, de ses mains, etc. Donc bon. Mais alors, quand il a tiré les 80K, les 80K, tu vois, il a couru tout, il a pris son sac, il m'a appelé, franchement, ça fait plaisir. Je suis content je suis très content de lui avoir permis de vivre ça, franchement. En plus, c'est un mec, tu vois, il commente les grosses parties et tout, mais lui, il les vit pas, tu vois. Bah là, il les a vécues et tout. Non, franchement, c'est un beau cadeau et je suis content de lui avoir fait. Du coup, vous êtes restés en contact et tout ça? Ouais, bien sûr. Je l'aime beaucoup, pour le dire. J'ai vu aujourd'hui, je crois, il y a une annonce aussi pour les prochains Tritons. C'est à Londres. Ouais. Et c'est toi qui dois parrainer et c'est un... Comment il s'appelle? C'est un asiatique, Danny Tang. Ouais. Et du coup, alors comment ça se passe ça aussi c'est toi qui choisis qui tu veux oui, sinon, le mec, il a pas le droit de venir jouer les Tritons. Non, c'est-à-dire que chaque pro, il faut qu'il trouve un VIP qui soit accepté par... Ouais, c'est pour ça que je les joue pas. Bah ouais, mais toi, c'est chiant en fait. C'est chiant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parce que... Non, mais attends, toi... Mais attends, du coup, c'est le VIP qui propose à un pro de venir. Ouais. C'est-à-dire que il faut que Triton t'accepte en tant que VIP. Ok. Voilà. Une fois là, toi, c'est bon, toi, t'as ta carte. Là, ouais, bon. Bah, la première fois, tu vois, bon, moi, j'ai été... il me connaissait, puisque j'avais joué avec Paul et tout ça, donc il me connaissait, et puis Stack Up, c'est connu, donc j'ai tout de suite été accepté. Mais si t'es, toi, je sais pas moi, un chef d'entreprise et tout ça, machin, qui est pas connu, etc., il faut que tu te fasses accepter. Faut qu'il y ait je sais pas comment il marche à l'intérieur, mais j'imagine qu'ils se concertent entre eux, et puis ils disent oui ou non. Et après, donc, chaque VIP doit choisir un pro. Ce qui veut dire que ce sont les pros, tu vois, qui doivent trouver quelque part, au final, un VIP qui soit accepté par Triton.
Ah oui, d'accord, ok, ouais, c'est un travail de. D'accord. Et donc là, comment t'as choisi, toi? Comment tu fais ton choix Moi, c'est simple. La première fois, c'est Danny Tang. J'ai joué en private game avec lui. C'est lui qui m'a parlé de ça. Le premier triton que j'ai fait donc à Chypre en 2022, c'est lui qui m'a parlé de ça. Mais ensuite, il y a Rui qui m'a parlé, etc. Et puis, donc c'était un des deux. Danny Tang qui pouvait trouver un autre. Moi, je leur ai demandé. Moi, je vous choisis un des deux. Voilà. Démerdez-vous. Voilà. Bon, Danny Tang qui pouvait trouver un autre. Donc, j'ai pris Rui. Et là, Rui, il est à Dubaï, il va pas participer. Et donc, Danny m'a dit, est-ce que tu peux choisir moi? Je lui ai dit, ouais, t'as Rui KO quand tu penses que son premier message sur le club poker, c'est je suis à l'ACF, je fais un 50 euros. Non, un 50. Je sais même pas si c'était pas en francs. Non, ça a été en euros quand même. Il racontait des coups sur les tables à 50 euros. Ouais. Et que, tout le monde a commencé comme ça. Bien sûr, même, mais c'est un vrai Goanouné, quoi. C'est un des premiers, des premiers, enfin pas premier membre, mais c'est un membre historique du club poker en tout cas. Hein. Lolo, il est depuis, je sais pas, non. Oui. La Rui, c'est un personnage. Et les autres, les autres un peu Limpers et les Don Limit, tout ça, tu les connais un peu, Cyril André, tout ça, c'est des. Non, c'est pas des mecs qui ont. Et Romain Arnaud, son pote de toujours, Romain Arnaud, non, c'est pareil. Il a fait un triton d'ailleurs, je crois, Romain Arnaud. Si je me trompe pas, il a fait un triton. Et il y a un autre Français aussi qui performe bien sur les tritons, c'est Grégoire Ozou. Je sais pas si tu connais un peu. Non. Non, mais il a gagné. Non, mets-lui la photo de Grégoire Ozou, c'est sûr, tu vas voir qui c'est. Non, mais Grégoire Ozou, il a gagné récemment un 50K. Mets-lui la photo, tu vas voir. Attention, c'est très très radiogénique ce qu'on fait. Ça te parle ou pas? Ah oui. Je l'aime pas. Oui. Non, mais j'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui, mais ça c'est pareil. En plus, je crois qu'il a une solution crypto, un truc. Pour refaire un peu parler de Vegas, Alexis, toi, jamais le main event, c'est pas un truc qui te ferait kiffer? Si. Tu penses que tu le feras un jour dans ta vie? Je le ferai. Ouais. Je pense que je le ferai bientôt. Peut-être l'an prochain. Je voulais faire les 50 ans parce que c'était l'année de mes 50 ans. Attends, c'était l'année dernière? C'était l'année dernière, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Peu importe. Et puis voilà, ça s'est pas fait, je sais plus pourquoi, j'ai pas pu partir. Voilà. Mais c'est un truc qui me plairait bien, ouais. C'est un kiff, je pense, le main event. C'est tellement un symbole, c'est tellement énorme. Et puis bon, voilà, quand on aime le poker, c'est un peu un. T'as l'impression que c'est un passage obligé. Tu sais que tu veux cocher cet achievement dans ta vie. Parce que Vegas, non, c'est quelque chose que t'as fait pour les émissions de télé. Non, la première fois que j'étais à Vegas, c'était en 92, donc c'était bien avant la mode poker, où j'ai joué au blackjack et aux machines à sous, tu vois, comme un touriste, quoi. Normal. Et j'y suis retourné une dizaine de fois, peut-être un peu moins. Je me suis marié là-bas. Ah, tu t'es marié là-bas? Je me suis marié à Vegas, ouais. Alors, du coup, après, c'est reconnu en France ou il faut faire une démarche? En fait, c'est reconnu en France si tu en fais la publicité. C'est-à-dire que le mariage est valable. Hein. T'es pas marié pour de faux. Mais juste, l'État français n'est pas au courant. Donc, il faut que tu en fasses la publicité. Et là, tu vas chez un notaire et tu dis, voilà, on s'est marié dans le comté de, je sais plus, Clark County. Ok. Et c'est reconnu. C'est reconnu. D'accord. Et t'as quoi? T'as juste un papier qui te le prouve? T'as un papier qui te prouve, ouais, du comté de Clark. Et t'as été marié par Elvis ou pas du tout? Oui, bien sûr. C'est vrai? Non. Je me suis marié à la Little Chapel of the Flowers, qui est juste en face du Stratosphere. D'accord. Et ce qui est drôle, c'est que avec ma femme, on s'est marié à Las Vegas, quoi, tu vois. Mais t'as des gens, c'était leur mariage. Vraiment, il y avait la famille. La famille, la limousine, 80 personnes et tout. Et c'est drôle, quoi, de croiser. Nous, on se mariait un peu. Enfin, pour se marier, quoi, mais on se mariait à Las Vegas, des Français qui se mariaient à Las Vegas. Les deux, vous étiez juste tous les deux. Il y avait un pote qui était là, qui est un très vieil ami, très bon ami, et c'était mon témoin. Et sinon, il loue un témoin, quoi. Il loue un témoin? Il loue un témoin. Il fallait 2 témoins. J'en avais qu'un. Pour ta femme? Donc ils ont loué un témoin. C'est-à-dire? En plus, tu l'as payé? Ouais. Oui, c'est à Vegas. Hein. D'accord. Et ça m'a coûté que $6,000. Oh, ça. Attends, en France, ça aurait coûté plus cher. Je sais pas. Un mariage, ça coûte. Non, je parle du témoin. Ah. Mais non. Non, je plaisante. Non, mais c'est. Non, je me souviens plus combien ça coûtait, mais c'était vraiment anecdotique. Il va bien le témoin? T'as des nouvelles un petit peu? Vous écrivez un peu? Oui. Oui, il est témoin là encore. Il est encore témoin à Las Vegas. Et jouer des tournois à Las Vegas, non? Tu l'as fait ou Non, je l'ai pas fait. J'ai joué en cash game, mais j'ai pas fait de tournoi, non. Et en fait, souvent j'étais là pour couvrir les WSOP quand j'étais journaliste, donc ça remonte à déjà quelques années.
Et ça me manquait pas. J'étais venu pour travailler, donc j'étais en mood, tu vois. Je viens pour couvrir, je viens pour parler, pour trouver des sujets, des machins. C'est pas du tout le même délire. D'accord. Donc, je suis un petit peu passé à côté du Vegas jeu, du Vegas tournoi. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Que tu feras peut-être. Donc je ferai certainement plus tard, sans pression, tu vois. Bah attends, parce que l'été prochain, tu vas peut-être avoir un été chargé entre sortie d'un livre, sortie d'un film. Oui, peut-être, mais bon, ça fait partie des trucs. Tu dois te libérer un peu de temps pour faire ce que tu veux aussi, tu vois. Alors cet été ça va être compliqué aussi pour toi puisque cet été c'est compliqué. On en a parlé du 15 au 23. Là tu vas y avoir un programme bien chargé, c'est les FPS au Club Circus. Ouais. L'idée de sortir un tournoi dans cette période, c'est pas la période la plus facile, non Non, c'est pas la période la plus facile, mais c'est pas non plus une mauvaise période. Quand j'étais chez PokerStars, il y a une FPS qui sortait fin juillet, donc c'est une bonne période. Pour ne rien te cacher, moi c'est pas ma décision, puisque c'est une décision qui... C'est PokerStars qui décide ? C'est Thierry Bolloré et Apo Texas Poker qui ont décidé de monter ça. Apo avait un deal avec PokerStars, a toujours un deal avec PokerStars, et il a décidé d'entamer des négociations avec Thierry Bolloré et Sébastien Leclerc du Club Circus avant que moi j'intègre l'équipe. Et le challenge faisait un petit peu peur quand même, tu vois. C'est quand même un gros morceau. Mais avec l'expérience des uns et des autres, on a décidé de se lancer dans l'aventure. Moi, j'ai rejoint le cortège. Et puis voilà, du 15 au 23, on va espérer qu'il y ait du monde et que ça se passe bien surtout. Alors oui, justement, on en parle un peu avant l'émission. Il y a eu des gros tournois, il y a eu l'EPT, il y a eu le Winamax Poker Tour, qui ont fait des cartons pleins, mais qui ont des fois un peu, ça a été un peu compliqué de faire face à une énorme affluence comme ça. Est-ce que vous avez pris les devants ? Qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement justement de ce qui s'est passé à Paris avant, pour pas que ça soit... Mais ils ont eu des problèmes. Pourquoi ? Parce que c'est dur. Parce que c'est difficile d'organiser un tel Barnum, donc faut pas les prendre de haut. Et au contraire, ta question est très bien posée. C'est qu'est-ce qu'on peut éviter de faire comme erreur qu'ils ont commise, et on va pas donner de leçons tant que ça sera pas fait. De toute façon, on n'en donnera pas, on n'est pas là pour ça. Mais la principale difficulté, c'est pas de faire jouer les gens, parce que ça, on sait faire. C'est de les accueillir vite, bien, et qu'il n'y ait pas de déception, qu'il n'y ait pas de frustration. Donc, on s'est organisé, avoir beaucoup de pupitres d'accueil. On a un site internet qui permet de s'enregistrer, c'est-à-dire de payer son buy-in, mais de s'enregistrer définitivement sur une appli, c'est poker.paris. C'est facile à retenir, poker.paris. Et n'importe qui de n'importe où peut se connecter, télécharger sa pièce d'identité, et sur place, il va passer devant tout le monde. Ah ouais ? Il passe devant tout le monde, il retire sa carte qui est gratuite du Club Circus, donc il pourra jouer au Club Circus gratuitement. Et il est sûr de jouer. Et il est sûr de jouer sans attendre, en tout cas, le minimum de temps. Parce que ce qui était le plus long, finalement, c'était de récupérer la carte. Exactement. Aussi. Donc là, on anticipe, si tu veux, toutes les formalités de contrôle d'identité, de vérification qu'il n'est pas sur les listes interdites, etc., d'enregistrement. Tout est fait en amont. On vérifie juste que c'est bien la bonne personne. Et puis voilà, 3 minutes après, il est en salle, quoi. Il y a combien de tournois prévus ? C'est un gros festival ? On commence avec un 300, l'opener, le main event c'est 1100, il y a un 2002, un 3003. Ah, il y a un high roller, super high roller qu'on l'appelle ? Ouais, et tous les SAT se joueront au Club Circus. Et c'est délocalisé au stade... C'est au stade Jean-Bouin, oui, on en a parlé. C'est où ? Pour moi, c'est une évidence. C'est juste à côté du Club Circus, mais quand je dis juste à côté, c'est à 3 minutes à pied. C'est le Stade Français, c'est le stade mythique du Stade Français. Alors je tiens à dissiper un malentendu, c'est pas sur la pelouse. On est déçus. S'il pleut tant, c'est pas grave, c'est dans les salons. Il y a des très très grands salons climatisés. Qui peuvent vraiment accueillir, vous avez prévu... Exactement, c'est sur 2 niveaux, c'est vraiment magnifique. Et il y a 66 tables. Donc 66 tables, et pour un main event sur quoi, combien de jours différents ? Il y a 5 jours, pour le main event, okay. D1, ouais. Donc on va être sur un beau... Vous avez déjà des... Non, parce qu'on est un peu superstitieux. Voilà, je vais pas te dire qu'on se moque des chiffres et que nous, c'est la qualité, etc. Oui, on veut... la priorité, ça va être d'accueillir le mieux possible les joueurs. Comme tu as dit, il y a eu des difficultés, donc on va se focaliser là-dessus. Mais bon, le jour venu, on sera quand même content de faire un petit carton, quoi.
le poker se porte quand même extrêmement bien. Oui. Et le France, poker de tournoi se porte très bien. On le voit sur toutes les affluences, tout cartonne. Ouais. Donc a priori, il n'y a pas de raison. En plus, Vegas sera fini. Donc il y a pas mal de règles parisiens qui sont à Vegas aussi, qui vont venir. Avec, j'imagine, Apo avec tous les SAT. Oui, avec Apo, on n'a vraiment aucune inquiétude. C'est ça. Il fait des SAT depuis 2018 pour ce tournoi. Non, mais c'est vrai que avec Apo, c'est une machine très très bien huilée, on s'entend bien. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on travaille ensemble, donc c'est pas ça. L'inquiétude, elle vient pas de là. L'inquiétude, elle vient de ce qui est imprévu. Une panne informatique, un pépin, voilà, c'est plus ça qu'il faut gérer et anticiper. S'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit, voilà. Donc là, on en est là. Pour tout le reste, j'ai envie de dire que voilà, c'est prévu. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu pub, mais si vous avez envie de jouer ce tournoi, plus vous inscrivez tôt, plus moins ça sera galère. Moins ça sera galère. On le rappelle, du 15 au 23 juillet, donc le FPS by Club Circus. On va pas dire au Club Circus, parce que ça sera. Si, il y a quand même tous les SAT. Ça fait quand même beaucoup de parties qui vont se jouer là-bas. Et puis, il est possible de payer au Club Circus. Donc, si vous êtes habitué du club, vous êtes les bienvenus, évidemment. Karl, je te repose la même question. Toi, Vegas. T'as déjà fait? Non, j'ai déjà été à Vegas, j'ai jamais joué les tournois. Ouais. Je parlais pas mal avec Grégory. Chauchon. Ouais. Moi, je vais pas y aller tous les ans. Voilà. Donc, je vais y aller l'année prochaine. Ah. Je lui ai dit que j'irai pas cette année parce que bon, je n'avais pas envie d'aller. T'es avec le Poker Radio déjà, donc tu pouvais pas. Ouais, puis moi. Ouais, voilà. Et il comprendra. Il comprendra. Voilà. Mais je pense que je le ferai tous les 2 ans. Voilà. Enfin, comme ça, là, aujourd'hui, c'est ce que je me dis, je le ferai tous les 2 ans. Et puis, voilà. Enfin, moi, tu vois, T'as quel âge, Karl, pardon? J'ai quarantaine. Okay. Une quarantaine. Ouais, quarantaine, ouais. Et donc, moi, tu vois, je veux faire quelques tritons par an, toi, 3 tritons par an, et puis à Vegas, une fois tous les 2 ans, ça me va, tu vois. Pour moi, je reprends le poker par plaisir. Oui, t'as pas envie que ça devienne une... Non, voilà, à partir du moment où si j'ai pas envie, toi, de jouer, non. Donc t'as jamais fait le main, et si tu vas à Vegas, je sais pas, est-ce qu'il y a des grosses parties qui te jouent? Honnêtement, le main, ça me saule un peu. Pour être honnête, si toi tu veux tout de suite être en table finale, c'est chiant. Le 250K, franchement, il me fait payer. Il y a un 250K? Il y a un 250K, là, il y avait 69 joueurs. Ah mais oui, il y avait un 250K puisque c'est celui qui est le chat noir Chris, qui a gagné là. Et qui a gagné un deuxième bracelet il y a pas longtemps. Ouais. Et d'ailleurs lui aussi. En plus il a une période, parce que je l'ai rencontré, il a une période très difficile au poker. Ouais, c'est ça. Il a retravaillé, etc. Parce que toi, il pensait que le poker c'était fini pour lui. Au final, cette vie-là lui convenait pas. Il est revenu au poker et là c'est magnifique, l'histoire est magnifique. Le moment où il gagne, ça fait partie de ces moments où il se passe vraiment quelque chose, un peu à la Moundir quand il gagne. Il est très très ami et puis il craque, tu vois, parce que tu sens justement qu'il y a eu un passé. Et je sais pas si t'as vu cette image de lui là quand il a gagné le Non, Chris. Comment il s'appelle, Steven Chris? Je veux pas écorcher son nom. On l'appellera Chris. Et en fait, moi qui suis un vieux con, avant les gens célébraient. Il y a eu toute une période où ça célébrait plus. Je m'en souviens très bien, c'était un EPT à Deauville où c'est un Allemand, Caniche, je crois, qui a montré absolument rien du tout et tout le monde était scandalisé. Mais il y a eu. C'était pas normal de ne rien montrer. Avant, on célébrait, on était content, on avait le sourire, etc. Ouais. Et de ce moment-là, alors je dis pas que c'est lui qui a lancé le truc, quoi. Mais en tout cas, lui, ça a choqué. Ça a choqué les gens. En plus, je crois qu'il a laissé 0 pour boire. Donc tout le monde s'est dit, lui, c'est un vrai con. Et après, c'est devenu la norme. Mais en fait, avant, les gens étaient contents, ils le manifestaient, quoi. En fait, le poker, t'as envie. Ce côté spectacle, t'as envie, c'est cinématographique, il se passe quelque chose, et c'est ce qui se passe, comme on dirait, gagne. Il se passe quelque chose, et il y a un vrai moment, en plus c'est filmé. Putain, c'est ça pour l'image que c'est des images que tu peux réutiliser. Djoko et Nadal qui gagnent l'US Open ou au Roland Garros finissent par terre, quoi. Ouais. Et au poker, non, on devrait faire la gueule. Je trouve ça absurde, d'où tu peux ne pas être content. Ça veut dire quoi? Parce que tu maîtrises tellement ton... Non, mais c'est ridicule. Et même toutes ces règles, alors je vais peut-être un peu loin, mais où tu dois plus parler à table, mais je trouve ça chiant.
Le poker, c'est aussi un show, il y a une ambiance, tu dois manipuler les gens, tu dois un peu faire ton numéro, faire ton théâtre. Si ça devient une science, c'est casse-couille, quoi. Oui, mais c'est surtout... Ouais, je sais pas, est-ce que dans les tritons, il y a des règles, par exemple, de, je sais pas, les écouteurs, les casques, les lunettes, les machins, il n'y a pas de... Tu vois, pour que ça reste un an. Enfin, moi, j'ai déjà mis des lunettes, j'ai déjà écouté musique, Non, je sais pas. Il n'y a pas de... Parce que je sais qu'on voit aussi, pareil, de plus en plus de mecs qui essaient de montrer le moins possible, donc qui vont avoir les écharpes, le machin, enfin, tu sais, des trucs pour cacher. On en a vu qui avaient des masques, enfin... Là, ça devient un peu... Enfin, tu vois, je trouve que c'est dommage, ça devient du poker internet. Enfin, oui. Mais ouais, non, mais voilà, pour revenir sur ce joueur du 250K, voilà, il se passait vraiment quelque chose. Il a eu des larmes et je trouvais ça... Enfin, voilà, il se passait encore une fois quelque chose. Donc le 250K, peut-être que tu vas le jouer l'année prochaine. Si je vais à Vegas, je vais le jouer, ça c'est sûr. S'il y avait un one drop à 1 million, tu le jouerais? Oui. Ça te ferait kiffer, ça? Oui, bien sûr. Oui. J'ai même failli en organiser un. Moi, tu me demandes pas. En pesos, 1 million de pesos. C'est gringo. Voilà, gringo. Je le fais bien ou pas, la musique? C'était la musique du Mexique. Mais ouais, 1 million, tu ferais. T'as failli en organiser un? Ouais. Ouais, une petite soirée, tu sais, on a mangé des nuggets et on a fait un petit 1 million. Ça va. Vas-y, non, mais si je vais à Vegas, je vais faire le 250K, c'est sûr. Je vais jouer au cash game, le plus gros stab. Mais d'ailleurs, après, est-ce que je ferai le main event? Je pense que je le ferai parce que bon là, mais c'est pas. Je peux pas dire, mais je pense pas que je le ferai tous les 2 ans. Non, franchement, non plus. trop de field et trop de. C'est sur combien? 5 jours? Quoi? 5 jours, tu vas être. Toujours... Non, ça me saoule. Non, franchement. Non. Bah oui, bon, c'est vrai. Je le ferai 1 ou 2 fois. Bon, voilà, c'est tout. Mais non. Je préfère jouer au cash game de toute façon. Ouais, bah t'as raison, de toute façon. Moi, je suis d'accord avec toi. Le cash game, c'est vrai. Je sais pas si à Vegas, il y a des aussi grosses parties que tu peux jouer au Triton. Parce que ça va être plus en mix game, non? Tu joues que Hold'em d'ailleurs? Ouais, Hold'em, Hold'em, short deck, ouais. Et je joue pas à Omaha. Ouais. Non, Omaha et toutes les variantes mix game, tout ça, tu joues pas? Non. Parce que j'ai l'impression que c'est là où ça joue maintenant les grosses. Dans la Bobby's Room, ça joue aussi, tu vois, ça joue beaucoup en mix game. Ouais, mais moi je suis avec la famille Triton, c'est tous des asiatiques, c'est soit Hold'em, soit short deck, soit Omaha. Et honnêtement, comme Paul Foy, il sait pas jouer au Omaha. Tu vois, c'est marrant parce que tu dis que en général les Asiatiques ils adorent le Omaha parce que c'est un jeu de gamble, vraiment. Mais il y en a, hein. Je sais que là quand j'étais au Vietnam, je sais que Tony G il a organisé une grosse partie avec des Asiatiques, etc. C'était 8 000, 16 000 la blinde. Et il jouait en Omaha. Donc j'ai pas joué parce que je vois pas. C'est chiant, faut rendre de la monnaie et tout. Mais est-ce que tu peux payer la grosse blinde en plusieurs fois? 8 000, 16 000. Tu vas chez Cofidis. Je voudrais juste une blinde, s'il vous plaît. J'y crois. Je voudrais juste une blinde, s'il vous plaît. J'ai eu un walk. Putain, j'ai eu un walk. Je me lève. Ah ouais, 8 000, 16 000. 8 000, 16 000. Mais bon, pour le peu que je connais, s'il a fait ça, c'est qu'il targetait quelqu'un, je pense. Ah. Ouais. Parce que nous, on a été à Rosvadov. Quand on a été allé faire une émission de radio, il y avait justement, il y avait Paul Fua, tout ça, mais là il y avait une partie qui tournait il y avait Bobby Baldwin, il y avait Léon Tsoukarnik et Tony G et le petit protégé de Bobby Baldwin, je me rappelle plus comment il s'appelle, Ben Lamb, ouais, Ben Lamb, je sais plus. Ça jouait 2000, 4000 en T8000. Ouais. Et voilà, Tony G avait gagné un pot d'1 million. C'était là au mois de novembre? Non, c'était il y a 2 ans. Ouais. Ah d'accord, ok. Ouais. Mais je sais que... Et par exemple, on parlait de crypto, Coin Poker, qu'est-ce que t'en penses? Parce que je sais qu'il y a des énormes games qui se jouent dessus. Je sais pas, j'ai jamais joué, je connais personne qui joue dessus, à part Tony G, mais je sais pas. En même temps, c'est sa room. Ouais, ouais. Ouais, je peux pas dire, je sais pas. Ouais, je joue pas en ligne. Après, je me suis inscrit sur Natural 8, parce que je sais qu'il y a tous les gens que je connais, ils sont là en fait. Voilà. Mais sinon, non, je sais pas. Alors du coup, c'est marrant quand tu vas sur Natural 8, tu dis je vais faire une petite partie, tu fais quoi? Tu fais un petit déposit de 500 000. Comment ça se fait? Oh mais tu peux déposer en crypto en même temps. Ouais, bah oui, c'est pour ça que. Ah ouais, bah voilà, tranquille. D'ailleurs, alors
les petites questions. C'est quoi les tips crypto, les petits tips crypto pour 2023? Juste bon, si on veut, nous on veut juste devenir millionnaire, mais de 1 million. Hein, c'est. Je pense que le pire il est derrière nous. Après, quand est-ce qu'il va y avoir un prochain bull market vraiment, tu vois, prononcé Bon, je dirais comme ça 2024, mais personne ne sait, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Tu vois. Après, le plus important, c'est que je pense même si là, d'ici les prochains mois, ça baisse, je pense que le pire, il est derrière nous. Je pense que FTX, c'était tu vois. C'était le pire du pire. Oui, voilà, il y a plein de gens qui ont été liquidés FTX. Donc après, quand est-ce que ça va vraiment repartir? Si je devais dire, je dirais en 2024, mais bon, ça, c'est pas le plus important. Là, tu vois. C'est pas le plus important quand. Je pense qu'il va y avoir un nouveau cycle haussier. En plus, là, on a vu que, tu vois, il y a BlackRock qui a déposé pour faire un ETF Bitcoin. Donc tout ça se met en place. Tu vois, il y a Fidelity aussi. Enfin, il y en a plein. Tu vois, ça apporte de la crédibilité, tout ça. Parce qu'avant que BlackRock il se positionne, tu vois, c'est difficile pour quelqu'un qui est un institutionnel de dire que, tu vois. Et il investit une partie du portfolio en Bitcoin parce que c'est mal vu, etc. Une fois que BlackRock, tu vois, il va rentrer dedans, que l'ETF sera validé, etc., ça justifie le fait qu'il y a plein d'institutionnels qui peuvent le faire. Donc je pense que ça va apporter pas mal de choses, mais de la crédibilité. Mais après, tu vois, est-ce qu'il va y avoir une récession en 2024? J'en sais rien, moi. Il y a beaucoup d'infos qui vont dans les deux sens. Donc bon... Voilà. Le pire est derrière nous, le meilleur il est devant. Voilà, moi, tu vois, et puis je fais pas trop de projections, généralement, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est que je fais plusieurs scénarios. Tous les jours, je prends les informations que je mets dans les scénarios et puis ça avance comme ça. Et puis à un moment donné, je prends une position. Voilà. Et tu penses qu'aujourd'hui, c'est encore possible de partir from the bottom et de... Ça dépend ce qu'on appelle from the bottom. From the bottom, c'est from the bottom. En fait, bon, voilà. En fait, quand il y aura le prochain bull market, parce qu'en fait, à chaque fois, tu vois, en 2017, le bull market, c'était là où tu pouvais vraiment partir de rien et machin, c'était les ICO. Ouais, bon, exactement. Voilà. Ça a marché que pour ce bull market-là. En 2020-2021, c'était les NFT. Bon. Est-ce qu'il y aura une autre tendance comme ça sur le prochain bull market? Je pense, oui, c'est fort probable. On en a eu 2. Mais il n'y a que là-dedans. C'est pas en achetant 10 000 euros de Bitcoin que vous allez faire fortune. Hein. Ni en faisant des trades avec des stop-loss à moins 2% et en tradant tous les jours. Non. Oh, merde. Ah, putain. Donc, il faut parce que suivre ça. Moi, c'était 50 balles de Bitcoin, donc merde. Il faut suivre ça. Et moi, je suis plus ça. Je suis pas ça du tout. Tu vois. Je suis en 2017, en 2021, tout ça, je suivais déjà quasiment plus. Là, je ne suis plus du tout, ça m'intéresse pas. Donc, il faut suivre des petits comptes, tu vois, qui suivent les tendances, tout ça. Il faut vraiment cibler. C'est un travail à faire sur Twitter, de cibler des... Et puis, il faut rentrer dans les communautés, partager, etc. Et toi, c'est quoi du coup ton objectif final? C'est quoi le point de... Est-ce qu'à un moment, tu vas arrêter? Non. Aujourd'hui, est-ce que... Parce qu'en fait, de trader... Déjà, j'ai jamais eu d'objectif parce que je trouve que c'est limitant, les objectifs. Oui, parce qu'une fois que tu l'as atteint, tu sais... Mais après, tu t'en fixes un autre. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai jamais été comme ça. Bon, je voulais faire fortune, ça c'est sûr. Mais t'as un bel objectif. Ouais, mais moi, c'est plus un style de vie, quoi, tu vois. Je joue, je gamble, je trade, j'investis. Je me vois pas arrêter. Pourquoi j'arrêterais? T'es en plein kiff. Non, après, je trade déjà plus de la même façon. Et je pense que dans quelques années, je traderai encore moins. Tu vois, je changerai, tu vois. Mais je me vois faire ça, enfin, je sais pas. Pour moi, c'est pas un travail. Je kiffe ce que je fais, je kiffe ma vie. Je suis arrivé là où je voulais être. Je sais pas. Pour faire quoi? Toi, il y a des gens qui disent oh mais si j'avais ça et tout, moi je traderais plus, je serais à la plage. Bah ouais, mais toi avec cette mentalité, toi, je veux dire, déjà tu pourrais pas y arriver. Et puis toi, tu aurais arrêté peut-être 1 million, toi. Tu vois, moi je sais pas, moi c'est ma vie, c'est comme ça. Non. Lolo, tu peux dire à Martin de venir. On va accueillir Martin qui va faire son petit roast, qui va faire sa dernière chronique de l'année. Martin, c'est à toi. Bonjour Martin. Bonjour, soir. Bonsoir. Bonsoir. Martin, Karl, Alexis. Salut. Enchanté. Alors vas-y, mets ton petit casque. Est-ce que j'ai un casque qui marche? Ouais, et est-ce que tu mets-toi bien devant ton micro? J'ai un casque qui marche. On m'entend? Je prépare les applaudissements, c'est bon.
C'est bon, j'ai les rires C'est aussi. bon. J'ai tout. Il n'y a pas d'introduction pour dire qui je suis, toute mon salut, œuvre. c'est Martin, donc c'est un intermittent du spectacle on a un quota, voilà. Exactement. C'est mi-intermittent, mi-cotorep et il est là, il est avec Ouais, nous. parce que Martin, je suis trop valide pour être côté rap. À toi, Martin. D'accord. Bonsoir, Karl. Bonsoir, Alexis. Martin. Bonsoir. Ce soir, nous avons la tristesse de ne pas avoir Chichi dans le studio, car Chichi est à Vegas. Mais Comanche est là, car Comanche est pauvre. C'est vrai. Voilà. Alexis, bonsoir. Tu es directeur de cercle de jeux et écrivain. Alors, j'ai cherché, il n'y a pas de combo de métier qui était plus hors sujet. C'est un peu comme être CRS et pigiste à Mediapart. Tu sais, la semaine, tu tapes sur ta machine et le week-end, tu tapes sur Ibrahim. C'est nos limites, c'est Non, comme non, c'est non, comme non, le ça va, podcast. mais oui. Je pense que tu aurais pu trouver deux activités qui sont un peu plus proches, comme par exemple joueur de poker et humoriste, par exemple. Mais bon, ta carrière professionnelle, on la connaît bien. Elle est très riche. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en 2008, Alexis, il paraît que tu as reçu la médaille d'honneur pour avoir sauvé une fillette de la noyade dans la Seine. Ça me rappelle Mamadou Gassama, qui a obtenu la nationalité française en sauvant un petit garçon pendu à un balcon. Donc pour l'équilibre, on va donc te décerner la nationalité malienne. Un passeport super cool puisque grâce à lui, tu pourras voyager sans visa au Mali. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal, En parlant de Mali, je passe à ton voisin qui possède le PIB du Mali en Bitcoin. Karl Chapegassian s'est surnommé le petit prince de la crypto. Je vais commencer par une petite citation. Je ne ressens rien du tout au poker. Avec la variance que je connais du trading, à côté, les tournois à 200 000 €, c'est de la gnognotte. Dis donc, Karl, tu serais pas un petit peu en train de te la péter? Non, mais c'est une réalité. Oui, mais bien sûr. Retombez sur terre. Je veux dire, réveillez-vous, les pauvres. Alors, moi, c'est vrai que... Pourquoi tu me regardes? Moi, c'est vrai que je comprends, parce que moi aussi, quand je reçois l'argent des chroniques de la part de Laurent, ça ne me fait plus rien. Hein. D'ailleurs, Laurent, pendant que tu es là, est-ce que tu pourrais me faire ressentir un peu quelque chose? C'est marrant, on dirait une phrase de ta femme. Oh. Par contre, Karl, ce qu'on peut pas te reprocher, c'est d'être généreux. Parce qu'un jour, tu t'es dit, tiens, je vais stacker un mec, et t'en as rencontré un. Tu t'es dit, il est impulsif, il a jamais ouvert un solver de sa vie, il a commencé le poker à 40 ans. C'est le bon cheval. Et t'as eu le nez creux parce que ça a été un super investissement. Tu t'es dit, faut acheter du Moundir Coin. Le cours est imprévisible, mais c'est une valeur sûre. Et oui, Karl a décidé de financer à hauteur de 100 000 € la participation de Moundir au Triton Series de Chypre. Et il paraît que ça lui a été proposé par SMS. Bah oui, un petit texto à 100 patates. Et en exclusivité ce soir, j'ai pu remettre la main sur la conversation. Salut Moon, je te dérange pas en train d'égorger un jaguar à main nue? J'ai 100 000 € qui me font ressentir plus rien, tu voudrais pas aller à Chypre? Bah ça dépend, est-ce que je pourrais bien saouler mon voisin qui est un peu timide? Mais avec grand plaisir, surtout si c'est Steve O'Dwyer, je t'invite à bien le pourrir, je déteste les gens qui sont plus riches que moi. Allez, c'est vendu mon loulou. Alors évidemment... Depuis, nombreux sont ceux qui ont essayé de se faire sponsoriser par toi, Karl. Désormais mécène et surnommé par certains le Bernard Arnault du tapis vert. C'est une attitude que moi je trouve assez minable parce qu'aller quémander auprès d'un gars, parce qu'on peut pas se payer un tournoi tout seul. Non, bah, je dis pas ça parce que moi je suis joueur de poker. Bon, je suis aussi accessoirement excellent cuisinier et je fais d'excellents massages. Et j'ai une profonde admiration pour les gens qui sont dans la crypto. Bon, d'accord. Si un jour, par hasard, tu cherchais un saltimbanque pour aller dépenser 100 000 € qui te ferait plus aucun effet, c'est quand tu veux, mon loulou. Ça marche. Merci de m'avoir écouté. Merci Martin. Merci. Oh, tu restes à côté de ton téléphone, à mon avis. Tu vas recevoir une assignation à comparaître bientôt. Sinon, l'humoriste, il vient quand? Non, je plaisante, il est très drôle. Je crois qu'il vient en même temps que l'écrivain. Putain, je vais la sortir toutes les semaines maintenant, celle-là. Ah, on va en faire un jingle.
On va en faire un jingle, celle-là. Merci beaucoup. Ouais, c'est une super fin de chronique. Je te remercie, Alexis, parce que c'était vraiment super. Merci à chier ta sortie. Merci beaucoup, Martin. Et puis, merci pour toute cette saison. Ouais. Et profite bien. Ben merci. C'était la dernière. Ben ouais, voilà. Non, merci de ma beaucoup. vie, en fait. Merci beaucoup, Martin. Non, c'était vraiment très cool. Et puis, on te retrouve la saison prochaine, si tu veux bien. Avec plaisir. Et merci beaucoup. Ciao, bonne soirée. Salut, Martin. Salut, Allez, ciao, nous, on va se faire une petite partie technique. En cash game, parce que je sais qu'on aime ça. C'est vrai que c'est moi qui vais devenir drôle. On va voir. Et Steven, tu nous mets la partie technique. Bon, c'est pas Chichi. Normalement, c'est lui qui fait les parties techniques. Je vous le dis, elle est pas ouf. Le mec, il sait pas se vendre. C'est bien vendu. Ouais. Je vous le dis, elle est pas ouf. Allez, on va être. Il faut que tu fasses pause, hein. Ok. C'est pause. Allez, on va être dans la peau de David Jones. Déjà, on est en 25-50, ce qui nous met inconfortable l'un et l'autre. C'est ça. Mais putain, ça joue des. C'est quoi ces micro-limites? On va être dans la peau de David Jones. Et on va être en small blind. Et il va y avoir un open au bouton. Vas-y, tu peux faire. Tac, tac. Et nous, oui, on voit pas sa main. Mais nous, on va être en small blind avec As-Dame. Avec l'As de carreau et la Dame de cœur. On a As-Dame. Et on fait face à un open au bouton de Poker Kuka. Reg. Là, il n'y a que des regs à table. Il y a Stéphane qui vient de folder. Je sais pas, tu as déjà joué Stéphane. Je sais pas s'il joue les tritons. Je pense qu'il joue pas les tritons. Voilà, donc que des top regs. On a As-Dame en small blind. Qu'est-ce qu'on fait, Alexis? Moi, je raise. Ok, on raise à combien? 350, 400, 350. Ok, tu fais plutôt 3, école 3x quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, Karl? Pareil, 3bet, 300, 340, 350. Ok, on va faire un peu plus cher. On va faire 504 si je me trompe pas. C'est ça. Parce qu'on dit, et en fait, c'est déjà. Exactement. Ah oui, d'accord. C'est pas. Mais c'est même pas fort. C'est niqué, on a perdu le coup, je te dis tout de suite. Et on est payé et le board vient à 6-3. Et c'est à nous de parler. Qu'est-ce qu'on fait? C'est bête. Alexis. Ouais, moi aussi, hein. Alors, Alexis, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je bête. On s'est bête combien? 500. Ah, on est plutôt équal cher. Parce que Halfpot, ok. Pourquoi plutôt cher Parce que je pense que je ferais ça si j'avais pas forcément l'as, quoi. C'est vrai que c'est un peu cher, mais bon. Mais bon, je m'en fous, je suis blindé. Karl? Je sais bête aussi, mais un peu moins parce que ça sert à rien. 490. Donc, ouais, non, je mettrais 400 moi perso, je sais pas 400. Là le flop il est pas dangereux, il y a rien de, donc je mettrais 400 je pense. On va miser un peu moins cher, on va miser 316, on fait un tiers-pot, c'est un tiers-pot et on est payé et la turn ça vient le roi de trèfle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on décide de 2 barrels ou est-ce que on check Alexis? Moi je pense que je check. Alors pourquoi tu check? Je check parce que, bon, j'ai pas trop peur d'As-Roi, mais il y a pas beaucoup de menaces, quoi. Il y a les trèfles qui sont apparus, mais c'est juste sur une seule carte. Et je pense que je peux souvent induce, quoi. Ok. Karl? Tu check, t'as dit? Ouais, check. Ouais. Moi je mise là. Moi je mise, mais bon, je mise à, je sais pas, 800. 800, ouais. Ah oui, j'ai pas dit pour les gens qui nous écoutent, mais on est un peu plus deep que on a 155 blindes effectives. Ouais. Bon, je mise la moitié du pot, moi, à peu près. Donc tu ferais 800, ok, ouais. 800 dans 1691. Ouais, 800, 850. 850, et ben on va être plutôt école Alexis, on va checker. Pour quelle raison tu check là? Moi personnellement, je comprends pas. Oui, je comprends pas trop d'accord, non, parce que bon. Bah alors, après, vu que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, j'imagine que en fait, pour équilibrer, je sais pas, franchement, je sais pas. Est-ce que aussi, comme dit Alexis, en fait, il s'attend aussi à ce que Vilain mise beaucoup quand on check, peut-être, il a un raid sur lui. Moi, j'ai l'impression que As-Dame, c'est une main qui a envie de 3 barrels et que sûrement sur As-6-3 roi, en fait, on a toujours la meilleure main. Il n'y a pas d'As-Roi en face. As-6, As-3, ça fait. C'est possible. C'est même pas sûr. En plus, As-6, c'est même pas sûr qu'ils défendent. Aussi, quoique, on est deep, donc il va les défendre. Mais moi, je m'attends à ce qu'on 2 barrels.
en 2 barrels, et j'ai envie même de 2 barrels plus que half-pot, j'ai envie de barrels cher, parce que j'ai envie d'avoir un plus gros pot river pour pouvoir en mettre un 3ème plus cher, quoi. Ouais, mais qui va te payer? Ouais, mais c'est ça, enfin, toi, les... Bah, en fait, N'importe lui... quel as. Bah, en fait, nous, en fait, ici, on a des bluffs, on a tous nos Dame Valet, Valet 10, les tirages trèfle, on a, je sais pas, des 4 et 5, on a des bluffs ici, hein. On a des bluffs, et en fait, du coup, river, lui, je sais pas, il a aussi As 10, As Valet, As 4, As 5, même il a des rois dames de pique, roi dame, tu vois, il y a des rois backdoor. Il peut pas nous croire, donc pour moi on a 3 streets de value. Bon, on décide de checker, et river, la river c'est le 9 de carreau. Et donc là on a dit bon ok, ça a pas marché, est-ce qu'on mise ou est-ce qu'on recheck? Mise. On va se le prendre en pleine gueule, j'ai bien pigé. C'est la partie technique. Mais là je mise, ouais. On mise combien? Là je fais 900, un peu plus de la moitié du pot. Ok, 900, Karl. Bah, c'est le problème d'avoir checké la turn, je veux dire, bon là, toi, je veux dire... Fais chier. Hein. Bah, le fait d'avoir checké la turn, là tu mises, il reste, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je veux dire... Après, qu'est-ce qu'il va raise là? Qu'est-ce qu'il a checké turn pour raise river? Il lui reste pas beaucoup de mains, mais... Ouais, je trouve que c'est un peu... tu te mets dans les situations... Je pense qu'on se fait pas tant raise que ça, river, en fait. Ouais. Ah ouais. Parce que tu vois, vu qu'il a check ta main, elle est un peu fait ça quand même, toi, t'as As-Roi, t'as As-Dame... Après, As-Roi, en ayant checké turn, je pense qu'on n'est plus du tout fait ça. Moi honnêtement, j'aurais misé sur la turn et j'aurais check call la river. Ah, t'aurais check call la river? Ah ouais, j'aurais check call la river, peu importe ce qui se passe. Là maintenant, t'as checké la turn, là, tu fais quoi? Bah, t'as envie de prendre un peu de value sur quoi? Sur As-Dame, sur As-Valet, As-10, etc. Mais tu te mets quand même une situation... Bon, je sais pas. Moi, j'aurais pas fait ça, donc... moi, j'aurais pas fait ça non plus. Du coup, on va miser 1270, donc un peu 2 tiers potes. Et c'est la partie technique. C'est la partie technique, vous la connaissez. On se fait. C'est comme ça qu'il fait chier. C'est comme ça qu'il se ressent quand on se fait shove par-dessus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est maintenant le plus rigolo. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on colle? Est-ce qu'on fold? Est-ce qu'il a un bluff? Est-ce qu'il a une value? Alexis? Moi, je pense que je call parce que je reste cohérent avec ce que j'ai fait. J'ai essayé une induce. Donc maintenant, je fais rentrer quand même beaucoup de bluff dans son chauve. Et moi, j'ai représenté 0 force, quoi. Donc ma mise river, elle représente quand même vraiment rien. Et je pense que je serais... S'il est en value... je trouve qu'elle représente carrément As-Dame. As-Dame, As-Roi... Bah non, puisque t'aurais misé turn. T'aurais pas joué comme... enfin... Ouais, je sais pas. Hein. Je veux dire... ça rep, moi, je trouve ça rep As-10, As-Valet, tu vois. En fait, une main qui est pas... Bah en fait, c'est les mains qui ont pas 3 streets de value et qui veulent un peu pas de contrôle, entre guillemets. Mais, tu penses qu'il met tapis là, parce qu'il met tapis avec, il fait une main plus faible que As-Dame? Ou alors il veut t'induire Ah bah de toute façon, s'il fait tapis, il fait pas tapis. Il fait 7000, donc ça veut dire que s'il est en value, il veut être payé. Et il fait quand même très peur, quoi. Je sais pas si... Ouais. Alors, pas, enfin moi je call, enfin en tout cas. Alors c'est payé du côté d'Alexis. Encore $7000, mais... Ah, moi je me serais pas retrouvé dans cette position là, donc je sais pas, toi, moi. Là franchement ça casse la tête. J'avoue, c'est une décision un peu compliquée. Après c'est moi la lecture du joueur, ça dépend du joueur, hein, tu vois. Ouais, le problème c'est que t'es sur internet, le seul tel c'est t'as mis un smiley dans le chat. Ouais. Alors, mais c'est un... Ouais. Je sais, c'est compliqué. Alors, il faut que tu me donnes une décision, savoir si t'avais raison ou si t'avais tort. Est-ce que tu colles ou est-ce que tu colles? Moi, j'aurais bet turn et j'aurais check call river. Ok. Voilà. Mais maintenant, Bon, maintenant, je suis là. Bon, bah, tu check, il check et il fait... quoi, allez, il me faut une décision. Est-ce que tu colles, est-ce que tu fold? Je fold. Allez, c'est foldé. Ok. Alors, du coup, Alexis, est-ce que tu penses... quelle main tu penses que Vilain a? Toi, t'as payé, donc tu penses qu'il était en bluff, donc il faut que tu me donnes une main en bluff. Bah, en bluff, je sais pas ce qu'il peut avoir. Il a peut-être... Bah, vu que t'as payé, tu penses qu'il est en bluff, là? Ah ouais, moi je pense qu'il est en bluff. En tout cas, je pense que dans sa range, il y a vachement de bluff. Donc, donne-moi une main. Donc, je sais pas, peut-être 4 et 5 ou... Ouais, un truc comme ça. 4 et 5. Ouais, un bluff raté. 4 et 5. Karl, vu que tu fold, qu'est-ce que
Non, s'il est en bluff ou... Bah toi tu penses qu'il est en value parce que tu fold. Honnêtement, c'est un 3-bet pot. Il y a quand même, si tu vois le flop, etc., il y a quand même très peu de tirages. Il y a peu de bluffs sur le flop, honnêtement. Bon, oui, il peut avoir 4-5 de trèfle. 4-5 de trèfle, il aurait misé sur la turn, donc je sais pas. Il y a quand même, je trouve qu'il y a peu de bluffs, honnêtement. Ok. Voilà. Bah, après, il peut toujours je trouve qu'il y a peu de bluffs. Ok, donc donne-moi une main en value. Ah bah il peut avoir 6-6, il peut avoir A6 de cœur, il faut que tu me donnes A6 il faut que tu me donnes une main. Une main, bah je sais pas, 6-6. Ok, donc on a payé et on a perdu. Et on n'avait pas 6-6, mais on avait bien Brelan, puisqu'on a fait Brelan de 9. Brelan River, dégueulasse. Brelan de 9 sur la River. Brelan de 9 sur la River. Bon, Karl, tu vois, t'as pris la bonne décision finalement. Et en plus, t'as annoncé Brelan. Du coup, tu nous feras un Non, il a pas pris la bonne décision. Parce qu'il aurait mis turn, l'autre aurait fold. C'est vrai. Mais ça, on sait pas ça. Ça marche pas comme ça. Mais Alexis, du coup, tu nous feras un virement, ça va. De 7 000 $. Ça passe. En attendant, moi j'aurais gagné, toi. Donc, après, il faut pas être résultat orienté. Mais le problème, je trouve, il y a peu de tirages, quoi. Les gens, ils bluffent pas un tirage comme ça, honnêtement. Enfin, je sais pas. Tu joues pas en AS-Tech et tu vas bluffer sur un tirage comme ça. Est-ce qu'il peut float avec juste rien pour représenter l'as en pensant que tu l'as pas? Il a des trucs genre des valets 10, dame valet. Ouais. Le truc c'est que je m'attends quand même à ce qu'il ait mise beaucoup turn. Il va quand même miser turn pour miser river. Après peut-être que des fois il a, je sais pas, parce qu'on va pas beaucoup check raise, donc c'est intéressant de voir ce check, mais je comprends pas forcément totalement. En tout cas voilà pour cette main, c'est tout pour nous. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour la dernière de cette saison. C'est l'épisode 47 de la saison 15, 16, 47, 18. C'est 16, vérifiez, parce que je sais plus, je compte plus à partir de... C'est comme les millions de cartes, à partir de 100, je compte plus. Merci beaucoup, c'était vraiment très cool de vous avoir. Merci. Où est-ce qu'on vous retrouve prochainement? Alors, FPS au Stade Jean Bouin, et puis tous les jours au Club Circus. Tous les jours, hein, putain. Oui. Ah, même le dimanche? Pas tous les certains dimanches. Ce dimanche, tu fais un barbecue avec Olivier Norek. Ouais, exactement. Voilà, ça c'est. On n'a pas les mêmes dimanches. Karl, où est-ce qu'on te retrouve prochainement? Je vais à Londres jouer le Triton là, donc à la fin du mois, pendant 15 jours. C'est fin juillet, ok. Ouais, c'est du 5 au 15, du 25 au 15 il me semble. Donc à Londres, je vais faire 15 jours les Tritons. Donc voilà. Donc les Tritons, et quand tu fais les Tritons, c'est combien de tournois? Ça dépend, parce que le dernier au Vietnam, je les ai tous faits. Tu vois, et honnêtement, parce que je joue des fois le soir en cash game, en side. Donc ça fait beaucoup, etc. Là, je pense que je vais plutôt me concentrer sur les gros, faire un peu le cash game. Je suis pas sûr de faire tous les tournois, en fait. Voilà. Et puis là, pour la première fois, parce que d'habitude, il y a du no limit et du short deck. Pardon. Là, il y aura du no limit, il y aura du Omaha et du short deck. Donc déjà, je vais pas faire le Omaha. Et je pense que je vais faire les gros en no limit et short deck. Mais c'est quoi le plus gros? C'est un 250? C'est combien? C'est un 200, ouais. 200, un 200. Un 200 en mini-event, il a 100. Et le 200, c'est un truc avec les VIP et les pros. D'accord. Ah oui, c'est le Luxon. Ouais, c'est le Luxon Invitational, ok. Ouais. Le fameux. Eh ben écoute, on te souhaite plein de réussites. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. Merci à vous. On souhaite on souhaite à tous de passer un très bon été. On vous retrouve dès le mois de septembre. Et j'en profite pour faire un big up à tous les gens qui ont été avec nous pendant toute cette saison. Un gros big up à mon Steven qui a été là, Gabriel et toute l'équipe des ingé-sons qui était là. Un gros big up à notre Laurent Dumont, à notre Gaël Jodon, à Chichi, qui j'oublie. Martin qui a pris cher quand même. Martin, on l'embrasse. Là, tu savais plus qui était Martin à l'espace d'un instant. C'était gênant. Parce qu'il s'appelle pas Martin en fait. Non, si. Mais merci en tout cas à tous d'avoir contribué à cette saison encore une fois de Club Poker Radio, et on se retrouve pour la prochaine saison l'année prochaine. Gros bisous à tous. Ciao. Ciao tout le monde. Je crois que je m'assois. Le premier coup c'est un coup d'Omaha. Et j'ouvre la main, j'ai 3 valets.
Moi j'arrivais du fermé, tu vois. Je devine la suite. J'ai 3 valets et bon, je rentre dans le coup et il arrive un valet au flop. Je dis là, putain, Carré, c'est bon. Carré. J'ai dit là. C'est grand. Et oui, je savais pas parce que. Génial. Et j'ai dit putain, ça commence bien ici. Hein. J'ai dit, et puis tout le monde, j'entends pote. Puis je dis. Les dollars dans les yeux. Et moi je regarde le croupier, j'y fais c'est quoi pote. Et le croupier il me dit il m'explique qu'il faut ça multiplie les mises et tout. Là j'ai fait là c'est trop compliqué pour moi. Hein. Je dis pote aussi. Donc, de toute façon il me dit là il faut tout il faut tout mettre ce que vous avez. Alors c'est pas il me dit pote. Et moi je disais pute, il me disait pote, pas pute. Parce que moi quand ils disaient tous pote, alors j'ai fait pute. Non il me dit c'est pote. Mais de toute façon il me dit il faut tout mettre. Ok. Alors boîte, j'ai fait alors je mets tout. Et tout le monde découvre. On arrive à la dernière parce que j'entends River. J'ai dit c'est quoi ces noms et tout. Et alors j'entends full max. Il y en a un qui tourne, je crois. Je sais plus ce que c'était. Ouais, je sais plus un truc comme ça. Et puis moi je dis carré. Et il y a tout le monde qui se lève à la table. Il y avait Robert Cohen, je crois, à la table. Il était à côté de moi et c'est lui qui gagne le coup. Il me dit t'as carré, mais c'est magnifique. Et tout le monde savait, il me dit mais je sais pas où t'as carré. J'ai fait, et moi je tournais 3 valets comme ça, voilà, carré de valet. Et là c'est là qu'ils m'ont expliqué le max, ça marchait à 2 cartes. Et là ils l'ont fait boire encore. Et